autres et d'évoluer vers en fait une forme d'optimisation. J'ai bien envie de pouvoir entrer en jeu avec quelques questions de réflexion. Et là, c'est une toute première. Essayez d'imaginer ceci. Vous êtes en fait sur le terrain, en pleine saison sèche, dans une zone rurale, et vous avez une goutte vide, où vous n'avez plus en fait d'eau. Alors, vous êtes entouré de 4 hameaux, c'est-à-dire qu'on parle des hameaux, donc c'est des petites agglomérations où les gens suivent, tout situé certainement à environ 5 km de distance. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, je suis là en plein écran. Si quelqu'un veut partager son avis, peut-être que Wilfried tu nous aide à faire cette modération. Est-ce que quelqu'un a une idée? Vous pouvez répondre à la question, s'il vous plaît. OK. Imaginez que vous êtes en fait en pleine saison sèche, dans une zone rurale, et que votre goutte est vide. Vous n'avez plus d'eau en fait. Mais on vous dit que vous avez l'information du monde qu'autour de vous, c'est-à-dire à environ 5 km, il y a des hameaux qui existent. Qu'est-ce que vous faites? Hello. Oui, allô? Ouais, dans ce cas, je me dirige vers l'amour pour prendre de l'eau. OK, se diriger vers le hameau. C'est monsieur Monsieur Willy Chérubin. Willis. Willy Chérubin. OK, monsieur Rubin. D'accord. Monsieur Rubin parle du fait qu'il faut se diriger vers le hameau. Le plus proche, c'est fait quoi? Pour prendre de l'eau, pour remplir mon goutte. OK, pour remplir le goutte. D'accord. Super. Deuxième question. Euh, Imaginez ceci. Vous êtes fraîchement nommé chargé de programme au sein d'une ONG qui est dédiée en fait au développement du monde rural. Voici votre défi. On vous dit qu'il y a 3 ans, votre ONG a installé des pompes à eau dans plusieurs villes, fournies par un fabricant américain. Aujourd'hui, en pleine saison sèche, certaines de ces pompes sont hors service. Le représentant technique du fournisseur n'est pas sur place et les communautés n'ont aucune alternative pour accéder à l'eau. Que faites-vous dans ce cas pour restaurer l'accès à l'eau potable dans cette zone? N'hésitez pas à dire votre nom, prénom avant de... Allô? Oui, allô? Oui, c'est Chérubin. Ruben, toujours? Ouais. Oui. Oui, allô, monsieur. Oui, oui, Ruben, on vous écoute. Dans ce cas, la première des choses qu'il faut faire, c'est de faire une descente dans le village pour faire des enquêtes, savoir le pourquoi en saison sèche il n'y a pas de l'eau. Peut-être au moment où euh, l'entreprise de laquelle était venue faire construire le puits, c'était dans la saison Mhm. des pluies. Mhm. Il n'avait pas tenu compte de la saison sèche avant d'installer le puits. Du coup, si je vais dans le village, faire mes enquêtes, Ouais, avoir une idée de la cause, la je cause. pense que je pourrais améliorer la situation. D'accord, d'accord. Merci pour ce partage, monsieur Ruben. D'autres Je peux propositions? parler? Oui. Oui, oui, madame. Moi, c'est de Gloria. Mhm. Alors, ce que moi, je vais essayer de faire, c'est de faire une assise avec les gens, aller dans la zone, réunir des gens, parce que le technicien, vous avez dit que le technicien n'est pas là, mais Mhm. on pourrait avoir des gens dans ce même village qui ont des compétences qui pourraient aider à débloquer la situation, c'est-à-dire à voir le problème qu'il y a au niveau des pompes et dans quelle mesure on peut les redémarrer. D'accord, Et c'est en s'asseyant avec eux, en discutant, qu'on peut voir quelles sont les solutions. En fait, s'il faut creuser un autre puits en attendant que le problème ne se règle, ou en tout cas, il faut se réunir avec ceux de la zone rurale pour pouvoir mhm. trouver une solution ensemble. Faire un D'accord, brainstorming des solutions. Donc, en gros, c'est ça. d'accord. Merci pour cette contribution, Gloria. Ruben a contribué, Gloria. Quelqu'un a une autre idée? Oui. Je peux intervenir, s'il vous plaît? Absolument. Ok. Moi, c'est Prosper Agbala. Donc, Mhm. moi, vous avez dit je suis chargé des programmes, d'exécution des programmes pour l'ONG, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Vous Donc, êtes le chargé. donc, pour moi, ma solution, déjà, ça va porter au moins, disons, sur 1 mois ou 2 mois.
je viens avec un technicien qui va essayer de réparer les robinets et pendant 1 mois ou 2 mois, trouver, comment on appelle, des jeunes qui, bon, disons 2 ou 3 jeunes qui vont suivre la formation de comment intervenir sur ces petits problèmes et instaurer un système de paiement même à moindre coût pour rémunérer ces jeunes à mon absence quand les robinets auront des problèmes. Voilà. D'accord. Est-ce que je peux prendre la parole? Bonsoir. Oui. Ok. Je suis Fanone Tindube du Tchad. Pour moi, je pense que la première des choses qui me viendra à l'esprit, c'est de fournir de l'eau, même s'il faut aller peut-être trouver une citerne d'eau et puis venir d'abord résoudre le problème à l'immédiat. Ensuite, s'il faut maintenant penser à ce forage déjà abîmé là, moi je pense que j'aurais préféré amener avec moi des techniciens qui vont essayer de mettre en place des forages plus adaptés en fait. Peut-être que ceux qui avaient mis ce forage-là n'avaient pas pris en compte peut-être la profondeur et tout. Maintenant, l'eau des surfaces en saison de sécheresse là, ça tarit. Ouais. Et donc, il faudrait peut-être penser à prolonger les pompes là jusqu'à peut-être, en tout cas, une grande hauteur. Voilà, un peu ce que je vais penser. Et puis, en dernier lieu, je vais penser à autonomiser les jeunes de la localité là, leur montrer comment résoudre le problème lorsque je ne serai pas là ou bien lorsque le technicien principal ne sera pas là. Il est important que plusieurs jeunes soient formés pour pouvoir résoudre le problème. Merci. D'accord, super. Bonjour. Oui. Bonjour, c'est Badr Zekouri. Ok. Donc, pour moi, je vais me baser sur les règles de 5L, donc pour résoudre cette problématique-là. Ok. 5L, vous avez dit? Oui, les 5M. Oui, bonsoir. Moi, je réponds au nom de Soleil Abdoulafis du Burkina Faso. Pour moi, je pense que face à ce problème-là, je peux me baser sur des procédures de brainstorming pour essayer de voir quelle est la cause et puis essayer de résoudre. Suite à ça, il faudra également interpeller afin que face à ce genre de projet, on puisse intégrer la communauté locale. Voilà, en cas de difficulté, voilà, là, en cas d'empêchement d'un technicien ou quoi que ce soit, voilà, il pourra avoir un relais dans la communauté afin que le village là, puisse bénéficier de. Merci. D'accord. Oui, allô? Oui. Allô? Allô? Oui. Oui, oui, allô, s'il vous plaît? Oui, oui, oui. Oui, je suis Élisée Beret du Togo. Ok, monsieur Beret. Je pense que dans dans ce problème-là, on ne peut pas mettre de côté la communauté. Il faudra impliquer la communauté. Et au départ, je pense que c'est ce qui n'a pas été fait. Maintenant que le problème se pose, je pense qu'on doit faire des enquêtes, mener des enquêtes pour savoir effectivement c'est quoi l'origine du problème. Oui, m'excusez, j'ai suivi un documentaire l'autre fois où dans une zone sahélienne, il y a eu l'installation de beaucoup de forages. Et depuis que ces forages ont été installés, il y a problème d'eau et beaucoup de plants sèches en saison sèche. Donc, il y a beaucoup de ces plants-là qui sèchent et la forêt, il y a un véritable problème dans la forêt. Toutes ces plantes qui ont été plantées là, il y a pénurie d'eau, il y a manque d'eau, ils n'arrivent pas à arroser toutes ces plantes-là. Donc, c'est un peu ça. Je dirais qu'il faudrait quand même faire des enquêtes pour savoir, pour mieux connaître le milieu et, en deuxième position, impliquer la communauté dans cette affaire-là.
avant de chercher un technicien et résoudre le problème. S'il faut continuer avec un forage ou penser à un puits, il faudra étudier d'abord le milieu pour connaître un peu le climat et les réalités du milieu aussi. Parce que parfois aussi, nous savons que nous sommes en Afrique, mais il y a aussi les réalités culturelles et tout ça. Donc, il faut penser à tous ces détails-là. Merci. À quel détail? D'accord, d'accord. C'est très intéressant parce que en écoutant les interventions, que ce soit de Ruben, de Gloria, de Agbala, de Chanoné du Tchad et aussi de notre frère du Burkina Faso, on peut voir que on aborde en fait la résolution du problème sous, c'est-à-dire des gens qui sont en train de pouvoir en fait augmenter. Et ce qui est bien, c'est que dans l'expression de vos idées, on peut sentir qu'il y a un certain degré de technicité qui est en train de venir. Que ce soit ceux qui parlent par exemple du diagnostic du problème en utilisant par exemple des questionnaires ou des brainstorming ou en fait c'est-à-dire l'aspect gestion de projet qui remonte où on essaie de se dire comment est-ce qu'on arrive à autonomiser les jeunes en fait de la région pour qu'ils puissent prendre en main c'est-à-dire cette dynamique en fait de résolution du problème par eux-mêmes parce qu'ils sont en train de subir l'absence d'une certaine technicité qui était étrangère. Donc, le premier scénario qu'on avait déjà vu à travers la question 1, c'est que le problème, et là, je crois que c'est Ruben qui nous avait donné une réponse assez rapidement, c'est que le processus en lui-même de résolution du problème, il était intuitif. On se dit qu'il faut qu'on aille vers le hameau le plus proche. Donc, la solution, elle est presque évidente pour chacun, car ça se repose en fait sur des actions sémantiques. C'est que si on fait A, B, C et D, en fait, on a la possibilité de pouvoir en fait avoir de l'eau dans sa vie, dans la situation dans laquelle nous sommes. Le scénario 2 qu'on essaie de voir, c'est que le problème il est un peu plus difficile parce que on parle de la technicité qui est là. Il y a aussi la façon de l'aborder qui est un peu plus vaste. Les compétences aussi à réunir sont diverses parce que quand on parle par exemple de réglage des pompes, quelqu'un parlait par exemple une alternative serait par exemple d'essayer de construire un nouveau puits, c'est-à-dire comme l'alternative, par exemple, si c'est que l'outil mécanique en fait ne fonctionne pas. Donc, on voit que là, il y a l'aspect technicien qui est en train de s'élargir en quelque sorte. Donc, il s'agit, dans ce cas-ci, de pouvoir mobiliser, coordonner des actions qui sont beaucoup plus précises et avec certainement une relation de cause à effet beaucoup plus complexe, c'est-à-dire qui essaie d'augmenter pour qu'on arrive en fait à la résolution du problème en lui-même. Donc, en fait, le premier, c'est des problèmes qu'on peut dire que c'est le problème simple parce que la solution, elle est évidente, elle est intuitive et tout ce qui va avec. Et la deuxième catégorie qu'on essaie de voir ici, ce sont des problèmes avec une certaine complexité moyenne ou des problèmes avec que de la technicité en fait qui est requise pour essayer de la résoudre. On va essayer d'évoluer avec une troisième question de réflexion. Vous êtes cette fois-ci directeur exécutif d'une ONG, donc ou CEO d'une entreprise locale. Peut-être que vous êtes le Wilfried du Tchad, vous êtes certainement le Wilfried de Cotonou, de Parakou, de N'Djamena, etc. Donc, on suppose que vous êtes le CEO d'une grosse boîte ou le chargé de programme, le directeur exécutif d'une ONG. Donc, vous êtes en fait en une instance de prise de décision. Votre objectif, c'est de garantir l'accès à l'eau potable pour tous les habitants, c'est-à-dire du département, un département fictif qu'on appelle le département des hautes montagnes. S'il y a un département qui est appelé vraiment des hautes montagnes, toute ressemblance ici, c'est juste un nom fictif qu'on a essayé de penser comme ça. Donc, le défi, c'est qu'on a un terrain difficile d'accès, les infrastructures quasi inexistantes et une population dispersée dans plusieurs villages qui sont reculés. Vos ressources initiales, c'est que vous avez un budget de 5 000 euros. 5 000 euros, c'est quoi? C'est peut-être 2 500 000 si on fait peut-être une conversion assez rapide pour démarrer votre mission. Comment allez-vous concevoir et lancer un projet capable de répondre à ce défi ambitieux? Donc, je refais. Vous êtes à une instance de prise de décision. Votre défi, c'est que le terrain, il est difficile d'accès. Les infrastructures, il n'y en a pas en matière d'eau. Une population qui est aussi dispersée. C'est-à-dire, vous avez peut-être, vous trouvez 5-10 personnes qui sont quelque part regroupées. Il faut aller peut-être à 10-15 km avant de trouver d'autres encore. Mais vous devez prendre les décisions et que vous n'avez que 5 000 euros. Alors que la population vous dit qu'elle a besoin de l'eau là où elle se trouve. Comment est-ce que vous vous y prenez? Si je peux reprendre la parole. Absolument, c'est pas donné toujours. pas donné, ok. OK.
Bon, en fait, la première idée qui me viendra en tête, c'est d'identifier d'abord d'identifier les sources d'eau, s'il y en a dans ces localités-là, comme ils sont dispersées, on ne peut pas déjà penser à créer, je ne sais pas comment dire, comme une unité de traitement d'eau un peu loin pour pouvoir, comment dire, ravitailler les points là. Ils sont dispersés, c'est difficile. Et les deux, le budget est trop petit. Donc, pour moi, c'est que je vais chercher à voir s'il y a des points d'eau déjà localement. Après cela, je vais penser à vouloir traiter ces eaux-là. Ok. Donc, à ce niveau-là, je pense que c'est plus facile et ça sera moins coûteux, en fait. D'accord. Donc, vous traitez l'eau à un niveau donné, c'est ça? Oui, Ok. exactement. D'accord. Et comment est-ce que vous arrivez à identifier le lieu où vous allez faire le traitement d'eau? Quand je parle ici de le point d'eau, je parle par exemple des rivières ou bien même les mares, s'il y en a, puisque on peut trouver des techniques pour pouvoir traiter ces eaux-là localement et puis pouvoir desservir les populations. D'accord, d'accord. Super. Et D'autres pour cela, interventions? je pense qu'on peut même s'approcher de ces populations-là pour obtenir certaines informations. Oh, Moi, désolé. Ok. moi, c'est Oui. Abdelaziz Zakaria du Tchad. Oui. Et voilà, ce que je vais essayer de faire, voilà, puisque nos moyens sont limités dans ces cas, déjà, je vais chercher à localiser là où l'eau est en abondance et durable. Ok. Elle est en abondance et deuxièmement, voilà, nous allons essayer de sensibiliser pour que, voilà, là où il y a beaucoup plus de population, on va essayer de localiser. En fonction de voilà, nombre d'habitants, on va essayer de voilà, localiser et de mettre en place des points d'eau en abondance et durable le temps qu'on va chercher d'autres moyens. Il ne faut pas que l'eau qui est ici finisse, quoi. Ok. Moi, c'est du Togo. Comme je travaille dans une zone géographique déjà, je vais essayer de, même si les villages sont éloignés l'une de l'autre, ce que je vais faire, je vais essayer de chercher à réunir quelques responsables de ces localités et ensemble avec eux discuter, voir est-ce que dans les zones, comme ils sont ensemble dans une zone géographique, quel est le point d'eau, quel est le point géographique où il y a le plus d'eau. Donc, ensemble avec eux, on va s'entendre pour voir est-ce que ce serait possible. Comme le budget est limité, est-ce que ça serait possible de créer un seul point d'eau? Donc, ensemble avec eux, on va essayer de discuter. Et jusqu'à présent, si le budget ne suffit pas, étant donné que j'ai déjà un budget, on peut aussi s'entendre pour voir est-ce que les villageois peuvent contribuer afin de réaliser. D'accord. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Je suis Navayago Abibata de la Côte d'Ivoire. D'accord. Abibata, Sur cette question, je pense qu'il faudra d'abord réunir les villages, les différents villages, et puis ensuite soumettre le problème. On doit soumettre le problème, et puis en fonction des idées que ces populations auront à donner, en fonction de ça, on va essayer de trouver une solution. Parce que nous, on peut réfléchir et puis trouver une solution. Or, peut-être qu'il y a des habitants qui ont des solutions plus adaptées à ça par rapport à nous. Parce que c'est eux qui vivent là-bas, c'est eux qui savent un peu quelles sont les réalités. Donc, c'était un peu ça. Merci beaucoup, Abibata. Et quand on essaie de voir l'ensemble de vos interventions, j'essaie de noter. Bon, oui, dernière intervention, et puis on va pouvoir avancer. Est-ce que je peux intervenir moi encore? Donc, je disais, moi, c'est et oui.
Donc, je disais, moi, c'est Prosper Agbala, donc de nationalité togolaise. En ce qui concerne le problème de dispersion des villages, je pense que heureusement, on a des équations mathématiques qui nous permettent de faire un choix plus ou moins facile, c'est-à-dire en fonction du nombre de la population dans chaque village et de l'utilité qu'aura l'eau pour chaque localité, on pourra facilement déterminer à quel juste milieu faudrait mettre le point d'eau. C'est mathématique, ça se fait pour les décisions administratives. Maintenant, en ce qui concerne comment on peut trouver l'eau dans cette localité, bon, sincèrement, ce n'est pas une solution propre à moi, c'est une solution qui a été déjà proposée par certains collègues lors d'une compétition. Il s'agirait de capter le brouillard et le convertir en eau liquide. Et c'est plus ou moins rentable et à moins coût. Et comme on est en montagne, le brouillard est assez fréquent. Merci. D'accord, d'accord. Merci beaucoup pour l'ensemble de ces partages-là. Donc, j'essayais de dire que en recensant, parce que dès que, à travers les différentes interventions, j'ai essayé de noter un tout petit peu. On est parti, par exemple, de fait de l'identifier les sources d'eau. Il y a l'aspect géographique qui est venu, c'est-à-dire, parce qu'on a une population qui est dispersée, comment est-ce qu'on essaie de pouvoir les localiser? On est allé même jusqu'à parler du fait, en fait, de recenser. Donc, est-ce qu'on sait combien de personnes on a? La contrainte du budget, elle est revenue plusieurs fois. Il faut essayer, quelqu'un est venu avec la notion de durabilité. Comment est-ce qu'on s'assure que si on trouve une source d'eau, elle sera durable sur le long terme, etc. Il y a quelqu'un qui a parlé de la sensibilisation. Donc, c'est tellement l'aspect comportement humain est en train de venir ici. Donc, ce n'est plus que le technique qui est en train de parler. On a parlé en fait du timing. Quelqu'un est revenu avec une proposition de pouvoir réunir les responsables. Donc, un volet politique qui est en train de ressortir. C'est-à-dire pouvoir aussi faire la mobilisation des ressources. J'ai trouvé ça ingénieux aussi parce qu'en dehors du budget qu'on a, on se dit il n'est pas grand. Comment est-ce qu'on arrive à réunir de plus de personnes? Et Abibet est venu avec un dernier truc, aussi un aspect qui est assez important à soulever. Et je me dis certainement qu'elle a déjà vu les stades que j'ai chez moi. C'est en réalité la notion de wicked problem. Donc, ce type de problème, en réalité, c'est un problème qui est complexe. On parle de problème complexe, pourquoi? Parce que la dimension, en fait, elle est grande. C'est multidimensionnel. Il y a divers acteurs qui doivent essayer de pouvoir intervenir. Et les causes en eux-mêmes, on n'a pas une seule cause. C'est que c'est plusieurs causes qui sont à la base du problème que nous avons. Parfois, les symptômes aussi ne sont pas les mêmes. Quelqu'un était en train de dire le fait de pouvoir faire une formule mathématique. Oui, on peut faire une formule mathématique, mais posons-nous la question, s'il n'y a pas un village là-haut, certainement 80% de la population est certainement des enfants qui ont moins de 5 ans. Donc là, la formule mathématique en elle-même doit être réévaluée parce qu'il y a certainement des questions de priorité, de sensibilité, tout ce qui va avec. Ce type de problème, c'est un problème qui peut avoir plusieurs solutions. C'est-à-dire en réfléchissant, on peut essayer de trouver en fait plusieurs solutions. Et en dehors de ça, c'est qu'il y a un aspect évolution. Évolution, pourquoi? C'est là que votre collègue qui est venu avec la notion de durabilité, c'est assez important. Pourquoi? Parce que parfois, la question d'eau, c'est dès que vous allez essayer, vous allez tout faire, vous aurez toutes les solutions pour pouvoir amener l'eau dans tous les villages. Mais à un moment donné, c'est tellement que, au niveau de ce village-là, c'est tellement que les gens, la terre qu'ils cultivaient n'est plus fertile. Et ils n'ont plus de quoi faire une activité économique qui leur permet de pouvoir vivre. Donc, l'eau, ça sauve la vie, mais l'eau seule, simplement ne suffira pas. Donc là, vous allez voir que le problème va évoluer. Il va prendre toute une autre forme. Vous avez fini de résoudre le problème, mais en fait, ça prend une nouvelle forme. Donc, en Afrique, c'est qu'on fait face de façon croissante, hein, c'est-à-dire à des besoins publics qui sont très essentiels. On a pris l'exemple de l'eau potable dès qu'on était en train de discuter. Moi, je ça, il y a l'électricité, par exemple, qui est là. En 2025, malgré tout, l'électricité a été découverte depuis des années. On peut voir qu'il y a peut-être des communes à statut particulier dans votre pays où tous les habitants qui vivent n'ont pas accès à l'électricité. Si on parle des soins de santé, on vient à la même chose. Difficilement, même qu'il y a peut-être un hôpital communal. Peu sont les pays où vous allez voir que c'est-à-dire peut-être à moins de 5 km que tous les habitants puissent vous dire qu'ils ont au moins accès à un hôpital. Donc, la productivité agricole. Je crois qu'au début, Wilfried était en train de parler du fait qu'il faut qu'on se nourrisse d'abord avant de pouvoir faire d'autres choses. Malgré tout qu'on a les terres les terres fertiles, on a certainement un climat qui est favorable avec des pluies pendant plusieurs mois. Malgré ça,
on n'a pas encore la possibilité de pouvoir produire, c'est-à-dire de quoi manger pour tout le monde et tout ça. Donc, c'est des thématiques en fait qui sont assez grandes. Et c'est des défis qu'on appelle en fait des problèmes wicked. En anglais, on parle de wicked problem. Et une traduction vraiment littérale, c'est qu'on va parler de problèmes vicieux, si on veut faire simple. Mais le concept de wicked problem, quand vous essayez de lire des sur la littérature, vous allez essayer de voir. Et c'est des types de problèmes, en fait, comme je le disais tout au début, vous allez voir, multi-acteurs, multidimensionnels, évolutifs et tout ce qui va avec. Et parfois, ce qu'il faut, et même, je me dis systématiquement, quand vous êtes face à ce problème, c'est que c'est des problèmes, il n'y a pas une solution qui est universelle et parfaite. Donc, c'est pas pour dire que si on sait comment donner l'eau potable c'est-à-dire dans le département des hautes montagnes, on a une solution qui marche. Si on prend la même solution et que certainement on va au niveau du Borgou, de la Liborie, ou bien dans la région de, je sais pas, d'Abidjan, etc., c'est que cette même solution va encore marcher en fait dans un autre contexte. C'est là que ce que Aviva était en train de soulever aussi est très important, parce que parfois, en fonction du contexte, en fonction des réalités, dans un milieu donné, le problème lui-même, la façon de l'aborder et de le résoudre, en fait, ça nécessite une approche qui est assez spécifique et surtout inclusive. Donc, c'est le problème en cascade. Lorsqu'un problème est résolu, un type de problème week-end, lorsque vous finissez de le résoudre, en fait, il y a un autre qui se génère. Donc, un petit exemple, c'est que si on parle de l'accès à l'eau, donc ça peut augmenter la demande de l'énergie, par exemple. Si c'est que vous voulez faire de sorte que tout le monde ait accès à l'énergie, à l'eau, c'est tellement que dans le processus, vous allez voir que vous allez déclencher certainement un autre besoin qui sera là. Donc, une énergie qui doit être renouvelée de façon constante. D'autres besoins, c'est-à-dire comme l'irrigation pour l'agriculture aussi, peuvent être en fait des trucs qui vont pouvoir émerger. Pourquoi on parle de cascade, et je vais prendre un autre parallélisme, c'est celui de l'éducation. Il y a de cela 10, 15 années ou 20 années dans nos pays, vous allez voir que tout ce qu'on disait, c'était quoi, envoyer vos enfants à l'école. Et ce que les gouvernements essayaient de faire, c'était de construire des écoles. Peut-être qu'aujourd'hui, on a avancé, il y a eu pas mal de construction de l'école, mais est-ce que ça assure que tout le monde est nécessairement devienne le capital humain qui pourra apporter des solutions et mieux contribuer à la société? On dira non. Non, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on pose beaucoup plus de questions de qualité de l'éducation. Est-ce qu'on a des enseignants pour tous les jeunes? Est-ce que les enseignants sont bien payés? Est-ce que? Donc, vous allez que la question de l'éducation, malgré tout qu'il y a eu certainement 15 à 20 années d'efforts, on n'est plus dans le même process. Donc, c'est les points week-end qui sont comme ça. Et pour les autres, ça demande en fait des approches qui sont innovantes, collaboratives et durables pour s'attaquer en fait aux causes les plus profondes. L'autre chose aussi, où l'erreur à ne pas commettre, c'est de croire que parce que ces problèmes sont évolutifs et qu'ils sont week-ends, c'est qu'on va se dire, bon, on ne peut pas les résoudre, donc on laisse les bras casés. Non. Il est indispensable de pouvoir savoir que c'est leur nature et c'est ce qui permet à chaque personne qui est en fait aux commandes ou en termes de faciliter les processus de changement qui se disent que je dois toujours viser le refaire le maximum. Et c'est un truc qui est continu. Ne pas croire qu'on est en fait le Hercule qui va venir tout résoudre en fait en mode de 5 ans, 10 ans. Non. C'est un processus qui est continu, qui est évolutif. Et c'est à ce fil en fait que tient notre bien-être au sein de la société. Alors, dans la commune de Gondwana, c'est-à-dire le maire a constaté un problème majeur de la faim au niveau de la population. Avec l'appui des ingénieurs locaux, il a essayé de mettre en place des programmes ambitieux pour augmenter la productivité agricole des produits. Alors, mais une fois ce problème résolu, qu'est-ce qui se passera-t-il selon vous? Quelqu'un a des idées? Allô? Bonjour. Ouais. Bonjour à tous. Oui, bonjour. Alors, je m'appelle Dan, je suis de la société congolaise. Pour ma part, je pense qu'une fois les problèmes résolus, il y aura une surproduction. Et il faudra trouver une solution par rapport à la surproduction parce que s'il n'y a plus il n'y a plus la famine dans la région, on aura une très grande production. Et si on trouve une solution par rapport à cela, ça va pourrir. Il faudra trouver une solution par rapport à la surproduction.
Exactement, exactement. Donc, tel que Daniel Intel le dit, c'est ça. Si par exemple ce maire de cette région, il fait l'effort, on a de la production, on produit du soja, on a par exemple beaucoup plus de bœufs qu'on donne à chaque ménage où chacun élève et que certainement il y a plus de lait que en commun. Donc, à un moment donné, on peut en arriver en fait à une surproduction où les populations produisent et certainement, c'est comment est-ce qu'on stocke ça. Ouais. Donc, ça veut dire que si ce maître travaille, je prends un exemple, peut-être sur 5 ou 10 années, il arrive à cette performance, c'est que automatiquement, il y a un nouveau problème qui va se créer sur lequel, en fait, il ou son successeur doit se consacrer, en fait, pour aller d'évolution en évolution parce que le collectif, là, aurait eu le savoir-faire pour pouvoir produire deux assez. Mais maintenant, ce collectif a un nouveau défi, c'est de voir comment est-ce qu'ils peuvent transformer ce qu'ils sont en train de produire. Comment est-ce qu'ils peuvent penser peut-être à l'exporter pour aller le vendre ailleurs afin de pouvoir créer de la valeur, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est pour dire que les problèmes sont cette week-end. Leur nature, elle est complexe, difficile à résoudre, mais ça nécessite un travail continu et il faut savoir que dès que on arrive à résoudre un problème, ou soit on en arrive en fait à sa résolution, un nouveau se crée automatiquement. Donc, d'autres diront certainement que la nature en fait a horreur du vide. Alors, manque d'infrastructures, besoin de transformation locale, tel qu'on était en train de dire, donc le point d'écoulement et tout ce qui va avec. Alors, si vous avez compris en fait cette base des wicked problems, des problèmes complexes en eux-mêmes, vous avez compris leur nature, leur structure et que vous arrivez à incorporer ça, c'est du coup vous pouvez, j'ai l'habitude de dire que cette compréhension de la notion de complexité, ça permet de pouvoir, c'est-à-dire aborder de façon simple les notions d'innovation et le besoin en fait de pouvoir utiliser les approches d'intelligence collective. L'intelligence collective, on en a besoin pour pouvoir faire face à ce problème parce que il faut de la mobilité, il faut pouvoir mobiliser une diversité, vous voyez, de personnes. Diversité de personnes qui ont quoi une expertise qui est variée. Donc, tout de suite en donnant vos différentes réponses face au problème qu'on a essayé de prendre comme exemple de réflexion, vous êtes venu avec des besoins d'expertise variés. Ça peut être des besoins en data, ça peut être des besoins en chimie. Quelqu'un parle par exemple le fait de pouvoir traiter l'eau, des besoins en géographie, identifier des sources d'eau. Peut-être que c'est des trucs en truc géospatial. Essayer de voir est-ce qu'il y a une durabilité de l'eau. Donc, certainement, on a besoin des capteurs quelque part d'autres, etc., etc. Donc, les expertises pour pouvoir résoudre ce type de problèmes sont variées. La deuxième chose, c'est, en fait, quand vous voulez aller avec l'apport d'intelligence collective, on dit qu'il faut avoir une capacité, c'est-à-dire cognitive, qui est distincte. La capacité cognitive, on parle de cognition, c'est la façon dont nous traitons l'information. Vous allez voir que en fonction de là où vous venez, en fonction de l'expérience que vous avez eue, en fonction de ce que vous aurez observé à travers votre vie, s'il vous plaît, si vous n'intervenez pas, vous pouvez certainement garder votre micro éteint. Donc, je disais plutôt que c'est-à-dire la diversité cognitive ou la capacité cognitive distincte, elle est très importante dans le sens où la façon d'aborder un problème, c'est-à-dire si votre expérience de vie, la culture dans laquelle vous avez évolué, les expériences de travail que vous avez eues, les choses que vous avez lues, les films que vous avez regardés, vraiment toute votre vie et votre parcours vous permet de pouvoir avoir une façon de réfléchir, une façon de traiter l'information. Donc, quand vous avez la cognition, c'est la façon dont l'humain il traite l'information. Donc, ça, vous allez voir que même dans les réponses que vous êtes en train de donner tout à l'heure aux questions les plus simples, chacun vient avec un input qui est original, qui est authentique en soi. Et pour pouvoir résoudre les problèmes complexes de ce type, vous avez besoin nécessairement de pouvoir avoir cette diversité de façon de réfléchir. C'est ce qui enrichit, en fait, augmente la probabilité de pouvoir trouver les solutions qui sont à même de pouvoir vous guider vers, c'est-à-dire la résolution du problème dont vous faites face. Il y a des questions de croyance et de motivation qui sont parfois aussi, vous avez besoin d'avoir une hétérogénéité. Alors, la motivation, par exemple, pour un décideur de résoudre un problème d'eau, elle est différente, par exemple, du citoyen qui est en train de subir chaque jour le manque d'eau. La motivation, par exemple, d'un bailleur international qui a peut-être plus d'expertise, je ne sais pas, de matériel, de financement aussi, elle est différente. Quand on essaie de voir même localement, en fait, si on décide de où est-ce qu'on veut mettre le puits, comment est-ce qu'on va faire le puits, vous allez voir que les motivations de tous ne sont pas les mêmes. Et parfois, il ne faut pas que vous ayez tous la même motivation. Parce que si tous les acteurs ont la même motivation, donc à un moment donné, vous n'augmentez pas la puissance en fait de l'énergie que les gens mettront pour pouvoir résoudre le problème. Mais dès que, c'est-à-dire la croyance en elle-même, c'est-à-dire la croyance, c'est que croire qu'on a la capacité de pouvoir faire la chose, être confiant
de notre expertise, de notre énergie, et aussi avoir la bonne motivation derrière la résolution de problème. C'est très, très indispensable. Et pour pouvoir aborder et innover, vous avez besoin en fait de pouvoir avoir aussi cette diversité en fait de principes de motivation. Donc, le développement de l'innovation, c'est-à-dire ça demande en fait de la stratégie de changement de façon continue. Donc, il faut être beaucoup plus dans cette stratégie de trucs. Alors, est-ce que l'innovation est quelque chose de simple? Non. C'est d'ailleurs un exercice qui est très difficile. C'est très difficile parce que ça demande un temps de réflexion, ça demande un temps de patience. Parce qu'il faut être patient, il faut aborder les problèmes vraiment avec divers angles. Il faut essayer de se dire que parfois on fait même de l'expérimentation, on teste une solution A, on essaie de voir les résultats, on essaie d'améliorer pour voir le B, le C, et ainsi de suite, jusqu'à en arriver en fait à quelque chose d'autre. Parfois, c'est long-termiste. Parfois, il faut essayer d'être dans la recherche constante de solutions jusqu'à ce que dès que le problème se présente, vous avez en fait de quoi pouvoir le résoudre. Donc, c'est un exercice qui est exigeant en soi. Donc, on consomme l'innovation, ça consomme énormément de temps et de ressources cognitives. C'est-à-dire, ça, il ne faut pas se le cacher. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi les initiatives telles que le projet ACT sont à soutenir et à accompagner parce que ça remet en fait cette question et ce besoin en fait de la cognition continue, de la réflexion autour en fait de la recherche des problèmes, c'est-à-dire des solutions pour les problèmes que nous rencontrons au quotidien. Alors, ça demande aussi de sortir des schémas de pensée classiques, c'est-à-dire pour imaginer des solutions qui sont nouvelles. Si vous voulez penser des solutions qui sont nouvelles, il faut éviter, par exemple, d'être totalement dans un dogme. Il faut éviter de se dire qu'on a de facto la solution qui marche ou qu'il y a un génie, en fait, qui a que la solution. Non. Ça demande un processus de remise en cause continue, de sortir des schémas les plus battus, les plus connus déjà pour un peu plus sortir, un peu, d'autres diront sortir de sa zone de confort, et etc. Mais il y a les schémas de pensée aussi qui sont là. Si on pense en fait de façon statique et pas évolutive, donc à un moment donné, on n'a pas la capacité de pouvoir faire de l'innovation. Ça demande aussi des capacités qui sont rares. Il y a des études qui montrent que dans une population, il y a une petite proportion d'individus qui possèdent en fait une capacité très élevée d'innovation ou qui auront en fait que de la passion pour le faire. C'est d'ailleurs pourquoi ailleurs vous verrez que il y a une structuration qui est faite de telle sorte que des personnes qui auront le temps. Ou ce qu'on fait, c'est que on essaie de créer des systèmes où des individus qui veulent attribuer de leur temps pour faire carrément que de l'innovation pure, ils peuvent se retrouver dans ce qu'on appelle parfois des centres de recherche, des milieux d'innovation où ils consacrent en fait ce temps pour faire et parfois la solution qu'ils essaient de trouver finalement bénéficie à tout le monde. Aujourd'hui, vous et moi, nous sommes en train d'utiliser l'ordinateur, on essaie d'utiliser des téléphones. Ce n'est pas nos parents qui l'ont découvert, ce n'est pas nécessairement nous qui l'avons découvert, mais on en bénéficie. Parce qu'il y a des personnes qui ont consacré le temps pour trouver ces solutions et aujourd'hui, ils sont mis à la disposition en fait, de tout le monde pour le bien commun. Donc, on parle en réalité du bien commun. Alors, l'importance encore de la diversité dans l'innovation, c'est pour essayer de maximiser en fait l'échange, c'est-à-dire c'est nos chances et la probabilité de pouvoir arriver à des solutions les plus importantes. Donc, le premier facteur, c'est de former des groupes qui sont diversifiés. Chaque individu apporte en fait une perspective qui est différente dans un processus ou dans une dynamique en fait d'innovation. Et ces connaissances, ces croyances, comme je le disais tout à l'heure, c'est unique en lui. Nous avons tous vu, même du point de vue biologique, l'ADN, il est unique chez chacun. Donc, c'est cette unicité, que ce soit biologique et d'expérience de vie, qui vient enrichir en fait le processus. La confrontation des idées, ça enrichit les solutions possibles. Et ça, en fait, on essaie d'éviter l'uniformité. C'est d'ailleurs pourquoi les débats sont importants. Tous les programmes je ne dis pas expérience, j'ai accompagné le développement des programmes et des processus. Généralement, les gens, c'est les gens qui ont des divergences. Parfois, les équipes qui gagnent, ce n'est pas nécessairement les équipes où on a l'accord, c'est-à-dire dans les 5 ou les 10 prochaines minutes. Non. Parfois, sur les projets qui réussissent, c'est les projets sur lesquels, en fait, il y a un grand désaccord. Mais le désaccord n'empêche pas de se dire qu'on réfléchit. Pourquoi? Parce que nous tous, on a une probabilité de faire des erreurs. Et plus on se confronte aux autres, c'est-à-dire les autres ont une vue externe de notre idée, ils ont la possibilité de pouvoir poser un jugement qui est objectif et ce qui nous permet à un moment donné de pouvoir prendre en fait le bon que chacun a pour trouver un collectif qui est en réalité beaucoup plus miraculeux. Donc,
Il faut éviter dans les groupes de travail de pouvoir faire le groupe thinking, où en fait, s'il y a une personne qui dit X et tout le monde s'aligne dessus pour dire que oui, c'est ça qui est la vérité. Non. Parfois, il faut échanger, il faut le débat d'idées. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi la confrontation et même le fait qu'on nous remette en cause ce que nous avons en tête ou une approche que nous sommes en train de proposer est très indispensable qu'on voulait quand même avoir cette magie de l'intelligence collective. Pour exploiter l'intelligence collective, il faut la diversité cognitive, donc pouvoir combiner c'est-à-dire la collaboration efficace. Donc, ça permet de pouvoir surmonter les limites individuelles. Un exemple simple que nous prenons, il y a par exemple la théorie de l'intelligence du succès avancée par Sandberg qui dit que pour avoir du succès, généralement, il faut pouvoir combiner un minimum trois types d'intelligence. La créativité, donc, c'est-à-dire pouvoir trouver beaucoup d'idées dans un espace de temps très limité. Ça, c'est la créativité qui nous permet de le faire. Avoir une intelligence qui est analytique, donc si vous générez beaucoup d'idées en quelques minutes, il faut avoir la capacité de pouvoir l'analyser à travers un certain nombre de prismes et de caractéristiques qui vous permettent de dire qu'en fait, cette idée, elle est beaucoup plus abordable et probable qu'elle nous mène vers la bonne solution si nous l'adoptions n'étant pas sur tac, tac, tac. Donc, c'est l'aspect analytique qui permet de pouvoir y arriver. Et c'est là aussi que le fait de pouvoir avoir des sources de connaissances, des données probantes devient très indispensable. C'est-à-dire des données qui vous permettent de pouvoir vous poser de façon objective pour analyser, c'est-à-dire des solutions et ressortir avec les plus meilleures. Et parfois, il y a d'autres qui parlent de la praticabilité, l'intelligence pratique. Parfois, il y a des contextes où c'est l'intelligence pratique qui vous sort, c'est-à-dire de la solution. Vous pouvez avoir la meilleure solution analytiquement qui est posée, mais au-delà de ça, il y a une personne, il y a une intelligence que vous pouvez avoir qui vous dira que, en fonction de ce contexte, si nous voulons aller vite, si nous pouvons le mettre en place, voici une stratégie qui marche parce que certainement, culturellement ou selon les habitudes qu'on a vues, il y a ci. Donc, je pense d'abord, on peut se limiter à ces trois types et malheureusement, un individu en lui seul ne peut avoir ces trois capacités, par exemple, en proportion très élevée. Non. C'est pourquoi on essaie de se dire quoi, il faut créer des groupes de travail, des groupes de collaboration où il y a de la complémentarité. Ou par exemple, certainement, si nous avons Corsi, Kwame et Edwige, c'est que certainement Corsi, il est très bon dans la créativité plus que tout le monde. Edwige, elle est de façon analytique super bonne. Et certainement que Kwame, lui, c'est l'aspect pratique. Il maîtrise, on peut dire, le terrain, il sait comment est-ce qu'on peut se faufiler autour de tout. Et là, chacun apporte en fait ce plus-là qui permet à ce groupe en fait de pouvoir gagner parce qu'ils ont de la complémentarité qui leur permet d'aller beaucoup plus vite que tous les autres. Donc, pour pouvoir atteindre de l'intelligence collective, cette diversité, elle est très indispensable. Et on est en train de parler de la clé, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut innover de façon durable. Donc, face à des problèmes complexes et la rareté c'est-à-dire des innovateurs de nature, l'intelligence collective et la diversité deviennent en fait les leviers essentiels. Donc, en réunissant en fait des individus différents autour d'un objectif commun, on augmente en fait cette possibilité de pouvoir inventer de nouvelles solutions qui n'auraient jamais en fait émergé. C'est d'ailleurs ce pourquoi les plateformes qui nous permettent de pouvoir nous connecter les uns aux autres, ça devient indispensable de pouvoir en tirer profit pour essayer de pouvoir innover. Alors, il y a une activité interactive qu'on a l'habitude de faire, c'est que on nous dit ceci. Un scientifique est à la tête d'un projet innovant pour résoudre la crise de l'eau dans un village. Il a le choix entre deux solutions. La solution A, elle a 90% de chances en fait de réussir. Et la solution B, elle a 10% de chances d'échouer. Quelle solution vous choisirez, par exemple? Je peux prendre la parole. Oui. Que ça soit A ou B, je pense que c'est la même chose. Si la solution A a 90% de chances de réussir, ça veut dire qu'il y a 10% de chances d'échec. Et si nous choisissons aussi la solution B, vous me recevez? Ouais. Si nous choisissons aussi la solution B, si elle a 10% de chances d'échouer, ça veut dire qu'il y a 90% de chances de réussite. Donc, bon, je pense qu'il A ou B, c'est important. Mais ça va dépendre des coûts associés. Il faut vraiment analyser les coûts associés à chaque solution proposée afin de bien faire le choix. Super, super. D'autres propositions?
Je peux parler? Oui. Ok, merci bien. À mon niveau, je préfère prendre le B là, parce que lorsqu'on entend parler d'échec, le cœur bat et on continue de chercher des solutions pour ne pas échouer. D'accord. Malgré les 10% là, comme il y a le mot échec dedans, ça permet d'être très très attentif. Mais si on prend 90% de sens là, on voit déjà le problème résolu, donc on ne fait plus assez d'efforts à mon niveau. Super, super. Alors, vous êtes un groupe exceptionnel. Vous voyez, généralement, dans ce cas-ci, parfois, quand vous lancez ce type de réflexion, j'ai pris juste un exemple rapide, c'est que vous pouvez avoir une tendance à une solution l'un ou l'autre. Donc, ça peut être, par exemple, deux vont se dire beaucoup plus à la solution A. Bon, c'est vrai que le temps ne nous permet pas. C'est l'exercice que vous pouvez le faire aussi après avec un groupe de personnes. Vous pouvez lancer ça de façon ouverte sur vos statuts ou quelque chose d'autre, vous allez voir. La majorité des participants auront tendance peut-être à préférer la solution A, même si elle est identique en fait à la solution B. Et c'est bien que le premier intervenant est revenu sur cet aspect, il a analysé d'abord de façon calme. Et c'est le phénomène qui s'appelle encore parfois le biais de cadrage. Donc, il y a ce qu'on appelle les biais cognitifs, en fait, et ça, c'est le biais de cadrage. C'est qu'on essaie de pouvoir vous présenter une information d'une façon ou d'une autre. Et les biais cognitifs, tenez-vous tranquille. Même par exemple, le fait que si vous y échappez aujourd'hui, il y a des moments où, par exemple, vous allez y revenir et que certainement, vous allez retourner vers un autre truc. Par exemple, le dernier intervenant a dit un truc qui est assez intéressant, c'est qu'il a dit le mot échec qui est déjà au niveau de la solution B. Ça lui permet, ça fait battre son cœur et certainement, ça va le pousser en fait à pouvoir faire un choix ou l'autre à cause de ce mot-là. Ouais. Donc, ici, c'est le biais du framing. On parle du framing bias. Donc, la façon dont une information est présentée, ça influence beaucoup nos choix. Même s'il y a des faits sous-jacents, en fait, qui vont fondamentalement pouvoir définir d'autres choses. Par exemple, vous allez voir que lorsqu'il y a des promos au niveau des boutiques en fin d'année ou quelque chose du genre, on vous dit que le prix, c'est 1900 combien? On vous dit qu'il y a une promotion, on vous dit que le prix est à 1999 ou quelque chose du genre. Oui, 1995 ou bien on enlève juste 5 francs. Voilà. En fait, on essaie de le faire parce que avec ça, peut-être que si le seuil était par exemple de 2000, peut-être que si on disait que c'est 2000, facilement, en fait, 2000, vous pouvez faire des calculs pour voir ce que ça implique dans vos coûts. Mais déjà, quand vous dites que ça fait 1999, c'est comme si ça vous demandait en réalité trop de temps de réflexion avant de pouvoir prendre une décision ou pas. Et comme le cerveau de nature, il nous joue des tours. Il veut économiser de l'énergie comme cela se doit. Donc, ça vous pousse en fait à prendre une décision assez rapidement. Donc, c'est pour vous dire que on évolue de façon naturelle avec ce qu'on appelle les biais cognitifs. Et les biais cognitifs, c'est en fait, c'est les tours que notre cerveau nous joue. Pourquoi? Parce que le cerveau, c'est un organe biologiquement qui consomme assez d'énergie. Et le fait qu'il consomme assez d'énergie, ce que le corps essaie de faire naturellement pour optimiser, c'est qu'il envoie c'est-à-dire la quantité minimale ou optimale en fait d'énergie dont le cerveau a besoin juste pour pouvoir fonctionner, c'est-à-dire de façon normale. Alors que quand vous voulez réfléchir de façon en profondeur, c'est que le cerveau aura besoin en fait de plus d'énergie. Donc ça fait que à cause de ça, il y a des shortcomings qui se créent, c'est ce qui crée les biais cognitifs. D'ailleurs, la science a recensé plus de 200. Je crois que dès que vous allez faire encore plus de recherches sur la question, vous allez voir que en fait, il y en a plusieurs qui existent. Et parfois, d'autres sont exploités même pour vous pousser à pouvoir avoir d'autres réponses en fonction de d'autres. Pourquoi on parle de biais cognitifs en matière d'intelligence collective? C'est parce que chacun parmi nous aussi a des biais sur lesquels il peut tomber. Et parfois, la façon de ne pas tomber dans le piège des biais, c'est de savoir que ça existe. Et de savoir réguler votre processus de réflexion pour ne pas tomber en fait dans l'un ou dans l'autre. Alors, on a besoin de savoir que ces biais existent et certainement que plus vous avez un collectif, plus en fait, il y a cette capacité de pouvoir éliminer le piège de tomber dans les biais parce que les biais que j'ai ou que dans lesquels moi je peux tomber tout à l'heure, c'est pas dans les mêmes biais que vous pouvez tomber. Et parfois, quand il y a c'est-à-dire de la collaboration, une personne a la capacité de la vue externe de pouvoir me dire qu'en fait, certainement que je suis biaisé dans ma façon de voir et recalibrer, c'est ce qui nous permet de pouvoir améliorer notre façon en fait de pouvoir réfléchir. Donc, c'est des raccourcis de pensée qui influencent nos décisions au quotidien. Donc, et ça peut limiter aussi notre capacité à pouvoir collaborer de façon efficace. Alors,
Pour développer, c'est-à-dire la créativité, l'innovation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut y arriver? Donc, parfois, c'est on parle du collectif, mais il y a la possibilité de pouvoir travailler d'abord sur soi-même, à même de pouvoir contribuer mieux, vous voyez, au processus d'innovation et de créativité. Ça ne naît pas, c'est-à-dire dans l'isolement, c'est impossible. Vous ne pouvez pas, en fait, devenir créatif, innovant en vous isolant. Mais c'est un truc qui se nourrit à travers de nouvelles idées, à travers de nouvelles c'est-à-dire connaissances. Donc, il faut explorer, par exemple, une première source, c'est le résultat de recherche, c'est-à-dire dans des domaines spécifiques. Vous lisez les articles scientifiques, vous essayez de suivre les tendances technologiques, vous consultez des études de cas, vous inspirez en fait des données avancées. Ça, c'est des sources en fait. C'est une première source, par exemple, qui existe, où vous pouvez en fait vous ressourcer en matière d'idées, en matière de créativité et d'innovation. Il y a la possibilité de pouvoir observer aussi la nature. Donc, la nature est une grande source d'inspiration. Donc, par le biomimétisme, par exemple, on apprend de la nature. On essaie de voir, par exemple, comment est-ce que les fourmis s'organisent en eux. Par exemple, il y a beaucoup de travaux dans le domaine de l'intelligence collective qui se sont inspirés de la façon dont les fourmis et les abeilles, en fait, organisent le travail et tout ce qui va avec. Donc, en observant la nature, vous observez, par exemple, des flaques d'eau, vous êtes dans la nature, etc. Ça vous permet de pouvoir vous inspirer de nouvelles idées. Donc, l'innovation collective, ça commence aussi par la créativité individuelle. C'est-à-dire, vous-même, vous travaillez votre intellect, vous vous nourrissez de nouvelles informations et ça stimule, ça augmente votre capacité à pouvoir mieux contribuer à c'est-à-dire, cette dynamique en fait de recherche et d'amélioration. Et d'ailleurs, quand on essaie de voir aussi, c'est comme ça que ça se passe un peu. C'est-à-dire qu'on essaie de faire de la recherche en elle-même de façon globale, c'est ça. On définit une thématique où on est inspiré en fait à travers un problème que nous avons vu, à travers un truc qu'on vient de lire, à travers quelque chose qu'on a vu dans la nature. On essaie de pouvoir le structurer à travers une thématique. On essaie de chercher plus de données et qui nous permet de pouvoir mieux comprendre. Ça permet de créer de nouvelles choses, de pouvoir sortir des résultats. Et ces résultats peuvent être transformés finalement pour pouvoir avoir des produits qui servent le quotidien, etc., etc. Donc, c'est pour vous dire à quel point où, ce travail sur soi-même, il est indispensable dans le cadre de l'évolution et de l'exploitation de la recherche. Il faut savoir aussi observer le marché et les habitudes humaines. Dans la créativité, ça peut venir du fait que vous voyagez, vous observez des modes de vie. Vous essayez de voir en fait comment, dans un marché, dans un pays, dans une autre localité à laquelle vous vous intéressez, comment les gens vivent, quels sont leurs modes de vie, qu'est-ce qu'ils consomment le plus. Ouais. Tout ça, ça permet de pouvoir ouvrir votre esprit, de voir le monde différemment, de voir en fait de nouvelles perspectives, de voir des possibilités aussi de collaboration. Parce que comme on est en train de dire, la capacité de collaborer, c'est le fait d'aller à la rencontre des autres, de les comprendre, de beaucoup plus s'immiscer dans l'évolution et tout ce qui va avec. Étudier la tendance du marché, c'est aussi observer les habitudes des consommateurs, les changements et les attentes sociales aussi. Tout ça, c'est des informations qui sont très capitales si vous voulez aller avec une approche en fait d'innovation et de créativité. Donc, l'innovation collective, ça commence par la créativité individuelle, ça, on l'a déjà dit. Le fait de pouvoir utiliser la diversité pour amplifier aussi la créativité. Donc, on est revenu sur le fait que la diversité est indispensable dans la résolution des problèmes par l'approche d'intelligence collective. Alors, même si votre créativité commence de façon individuelle, le groupe peut l'amplifier. Le groupe peut vous permettre en fait de pouvoir aller encore plus vite ou de réaliser des résultats auxquels vous ne vous serez pas déjà attendu. Donc, en confrontant en fait vos idées à celui des autres, donc ça permet de stimuler les échanges d'idées. Donc, les personnes avec des parcours, des cultures, des domaines, en fait, des statistiques qui sont variés, tant que vous vous réunissez, que vous trouvez la façon de pouvoir vous organiser, de vous enrichir des idées les uns des autres, donc vous allez voir que il y a, en fait, une grande puissance de collaboration qui naît et des idées qui sont peut-être certainement impensables si vous êtes dans votre coin qui se crée. Créer l'environnement de l'expérimentation. L'expérimentation, pourquoi? Parce que, comme on l'a dit, avec des problèmes week-ends, c'est que la solution n'est pas d'emblée connue. C'est pas du prêt-à-porter. C'est pas déposer quelque part où il faut aller prendre, juste et utiliser, non. Donc, c'est la raison pour laquelle, même quand on fait tout le processus avec le collectif, on arrive à une solution, on se dit, comment est-ce qu'on le teste? Donc, on essaie de l'introduire, en fait, sur le marché, sur la population, pour voir les résultats que ça donne. Mais quand vous mettez dans l'esprit de l'expérimentation, ça vous permet d'aborder aussi facilement ou avec beaucoup plus de résilience la douleur et la difficulté de l'innovation. Parce que quand vous ne trouvez pas les résultats auxquels vous pensez de base, vous pouvez en fait vous poser beaucoup plus et vous demander qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux et la façon dont vous allez essayer de l'améliorer. C'est pourquoi il faut laisser place à l'erreur et à la curiosité.
Donc, encourager les individus à explorer de nouvelles idées avec audace, sans crainte, voir les résultats et essayer de beaucoup plus s'améliorer dans le quotidien. Donc, commence par l'individu, mais aussi le collectif. Et au-delà de ça, savoir inspirer, motiver les autres est indispensable dans un groupe de travail. Donc, quand on arrive à avoir la diversité de personnes et tout, on a parlé de la diversité cognitive et tout ce qui va avec. Parfois, il y a ce besoin de pouvoir aussi trouver les bonnes façons de pouvoir exprimer nos idées, de nous inspirer les uns des autres et de pouvoir aussi avoir une communication qui est fluide. Donc, c'est pourquoi la dynamique de groupe, c'est lorsque les idées sont partagées. Et pour partager les idées, il faut savoir utiliser peut-être une communication qui est assez claire et assez concise. On ne peut pas se dire, par exemple, je parlais avec des collaborateurs un peu avant ce call, on se dit parfois, une erreur qu'on fait, c'est que, et c'est parfois des biais cognitifs, hein, on se dit qu'ils savent. Par exemple, il sait qu'on n'a pas de l'eau, non? Mais est-ce qu'il le sait réellement? Au sens où on se dit, on sait réellement qu'il n'y a pas des trucs d'assaut. Il y a une règle, par exemple, simple en communication qui dit don't tell me, show me. Au lieu de dire qu'en fait, tout le monde a faim. Pour ça, de dire que dans le pays, on a faim, il faut pouvoir dire qu'en fait, dans le pays, certainement, 2 personnes sur 3 n'ont pas la capacité de s'acheter, par exemple, du ticket de 100 francs, de 200 francs. Donc, ça, par exemple, c'est spécifique, c'est parlant et ça permet de pouvoir résoudre le problème. Donc, la dynamique de groupe, la capacité de communication, la façon de le faire, il est indispensable. Le leadership créatif, donc, encourager, valoriser la contribution des membres du groupe. Ça s'inspire. Et quand on parle de leadership ici, ne voyez pas ça en réalité comme un chef qui fait tout. Non. Le leadership, c'est chacun dans le groupe. Il vient avec quelque chose qu'il a de plus grand, de plus positif, son action, sa bienveillance, sa façon de s'engager avec les autres. Et si on arrive à le faire, en fait, c'est là ce leadership de paix, ça vient parce qu'on arrive à s'automotiver, à se soutenir pour pouvoir avancer. Pourquoi? Parce que le parcours d'innovation, le parcours de résolution des problèmes complexes en réalité, il est très difficile et très compliqué. Et pour le faire, c'est qu'une seule personne ne peut pas porter le fardeau en lui-même. Il faut en fait cette jonction-là pour essayer de se complémenter les uns les autres. Donc, la créativité individuelle est la graine de toutes les innovations. En s'exposant à de nouvelles idées, en observant le monde qui nous entoure et en collaborant avec des personnes différentes, nous pouvons transformer en fait les inspirations personnelles en des solutions collectives puissantes. Pourquoi? Parce qu'une idée à laquelle vous êtes en train de penser, même si c'est la meilleure des idées que vous avez en tête, et que vous seul, vous n'arrivez pas à passer à l'action, dès que vous la sortez, et que ça devient en fait la mission du collectif, ça permet de pouvoir en arriver en fait à la résolution d'un problème en lui-même. Alors, créer des équipes diversifiées pour maximiser de l'innovation. Donc, c'est créer un environnement qui est psychologiquement sûr. Donc, l'innovation ne peut jamais émerger dans un climat où ça dit les membres de votre équipe, de votre ville, de votre pays, ont peur. C'est-à-dire, ils ne se sentent pas libres d'exprimer les idées qu'ils ont. D'ailleurs, c'est pourquoi vous allez voir que parfois, quand on fait des petits jeux de brainstorming, parfois, on crée un environnement où on dit toutes les réponses sont bonnes. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Pourquoi? Parce que chaque idée, chaque contribution a un aspect qui est très bon et qui peut être en fait le game changer. Donc, c'est ce pourquoi il faut créer un environnement qui est psychologiquement sûr, de confiance, et ça permet de pouvoir créer un espace de travail qui est sécurisé. Valoriser toutes les contributions. Quand quelqu'un fait quelque chose de très important, même si c'est un petit geste, il faut le reconnaître. Il faut le remercier pour ce qu'il a fait. Il faut reconnaître toute sa contribution. Il faut lui donner le crédit pour ce qu'il est en train de faire. Donc, même les idées qui peuvent sembler parfois farfelues ou incomplètes, ils peuvent avoir un aspect qui est très important. Il faut encourager la prise de risque intellectuelle. Donc, s'il n'y a pas la prise de risque, en réalité, on ne peut pas oser, on ne peut pas essayer d'innover, c'est impossible. Le rôle du leader aussi, c'est d'adopter de la bienveillance. Je crois que c'était déjà venu dans les interventions. Et l'intelligence collective, ça repose sur la capacité des équipes à collaborer de manière efficace. L'efficacité est très, très importante. Parce que quand il n'y a pas de l'efficacité, donc, au lieu d'avoir de l'intelligence collective, on a souvent ce qu'on appelle la stupidité collective. Et pour atteindre cet objectif, il y a plusieurs principes fondamentaux qui doivent guider votre façon de pouvoir contribuer. C'est les trucs qu'on a essayé on est revenu sur ça. Il faut stimuler la créativité dans un cadre limité. Donc, l'innovation, ça nécessite la génération de nouvelles idées dans des délais restreints. Favoriser le brainstorming structuré, donc utiliser des méthodes. Il peut y avoir plusieurs méthodes. C'est vrai que dans ce cas, on ne peut pas revenir sur toutes les méthodes qui existent. Il y a plusieurs qui se créent.
Donc, déjà, quand vous prenez conscience de le pouvoir, l'importance de l'intelligence collective, vous pouvez essayer de lire sur les diverses méthodes qui existent. Ça peut être des méthodes de design thinking, ça a été longtemps l'une des grandes méthodes phares. Il y a des méthodes, par exemple, telles que la méthode des 6 chapeaux de Bono. Il y a plusieurs méthodes. Et parfois, même quand vous êtes en tant que facilitateur, il y a des moments où vous lisez pour voir des méthodes que d'autres ont utilisées. Et parfois, même des méthodes qui existent, vous les utilisez, vous les adaptez selon le type de problème, le type de mission dans lequel vous vous trouvez. Il faut donner des contextes qui sont aussi clairs. Donc, il faut avoir parfois des limites de temps, de ressources, d'objectifs. Tout ça, ça peut stimuler en fait de façon pragmatique le processus de créativité que vous essayez de mettre en place. Et utiliser des outils qui facilitent en fait la génération et le partage des idées. Donc, parfois, si nous sommes en distanciel, il y a des outils digitaux maintenant qui permettent de faciliter la collaboration. Et moi, j'ai l'habitude de dire que le logiciel le plus simple, par exemple, c'est un Google Doc qui permet précisément au frère du Togo, celui du Ghana, celui du Kenya, du Tchad, ensemble, de pouvoir travailler sur le même document, de se compléter des idées de façon indépendante. Et l'indépendance du jugement aussi est important. Donc, quand vous voyez qu'il y a peut-être des risques que une personne influence l'autre, donc parfois, pour pouvoir avoir des idées les plus innovantes, on peut essayer de créer un espace où il y a l'indépendance du jugement, ou peut-être on ne sait pas qui dit quoi. Donc, parfois, ça, c'est plus requis aussi quand il s'agit de la résolution des problèmes ou c'est des problèmes de collaboration au sein d'une équipe. Alors, organiser les processus et s'inspirer en fait de la science de l'intelligence collective. Donc, on peut s'enrichir, c'est-à-dire des principes de l'innovation ouverte. Par exemple, on parle du open innovation ou collaborer avec des parties prenantes externes. Donc, parfois, vous allez voir des grandes entreprises qui vont essayer de créer des mouvements tels que, par exemple, des hackathons, des événements, machin, etc., ou qui leur permettent de pouvoir tirer profit de l'intelligence, en fait, des personnes qui ne sont pas nécessairement leurs employés, qui ne sont pas nécessairement au sein de l'organisation et qui ont le temps, la capacité de réflexion pour trouver de nouvelles solutions. Encourager l'inclusion des communautés locales et des utilisateurs finaux. Je crois que ça, vous êtes revenu vous-même plusieurs fois sur le fait de pouvoir impliquer les populations locales dans la dynamique en fait de transformation qui est à déployer. Et il faut pouvoir faire un processus itératif. Comme je l'avais dit, l'expérimentation. Vous testez rapidement une idée, vous affinez grâce au retour que vous avez du collectif, etc. Vous passez en fait à des versions beaucoup plus améliorées. Pourquoi c'est très indispensable? C'est que parfois, on peut avoir la mentalité de se dire qu'on veut avoir la solution parfaite avant de se lancer. Non. On peut avoir peut-être le produit qui est, c'est d'ailleurs ce qu'on voit parfois en entrepreneur, on parle du minimum viable product, c'est-à-dire le minimum qui essaie de marcher. Vous avez une idée de plateforme de ouf. Pourquoi ne pas commencer avec un numéro WhatsApp qui fonctionne très bien, une page Facebook qui fonctionne, un Google Form qui marche, et au fur et à mesure maintenant, avant de pouvoir chercher des ressources pour pouvoir avoir tout un site internet. Donc, ça, c'est ces itérations qui permettent en fait, et en étant centré sur l'humain, sur ce que vous voulez résoudre, qui permet de pouvoir faire plusieurs itérations et améliorer de façon continue. Le rôle des équipes dans l'innovation, donc, l'intelligence collective, ça repose sur des équipes qui sont bien conçues, c'est-à-dire et bien soutenues. Donc, en combinant la diversité en elle-même, des talents, des environnements, des outils adaptés, des méthodes collaboratives, des équipes qui peuvent en fait transformer des idées les plus complexes en fait en une opportunité d'innovation durable. C'est en réalité comme ça qu'on peut essayer de voir en fait la dynamique en elle-même. Donc, je crois que il y a un exercice qui a beaucoup plus de brainstorming associatif que j'ai essayé de rajouter ici, mais c'est juste des étapes où, au sein de vos équipes, pourriez certainement vous avez la possibilité de pouvoir le tester, c'est-à-dire pour beaucoup plus voir la façon dont vous pouvez travailler votre esprit collaboratif. Je crois que je vais m'en arrêter là et voir s'il y a des questions auxquelles on peut essayer de répondre parce qu'on a encore quelques minutes quoi, de discussion sur lesquelles on peut essayer de revenir. Je crois que je vais arrêter mon partage peut-être et je vois s'il y a. Merci beaucoup, chef Toko, pour la présentation, cette belle présentation. Merci. Toujours. Donc, comme il a dit, on va passer au temps de questions et réponses. Il y a beaucoup de mains qui sont déjà levées. Ce qu'on va faire, actuellement, il y a l'AIB Patalé. Excusez-moi si je prononce mal votre nom. Oui. Donc, tu as la parole.
Merci, bonsoir à tout le monde. Vous me suivez? Oui, monsieur Laïvé, on vous attend. Ok, merci pour votre brillante présentation phare, très, très importante. Ma petite question, c'est de savoir, lors de votre présentation, vous avez juste parlé des avantages. Mais je me dis, euh, si on a un groupe, est-ce qu'il y a pas des conséquences peut-être négatives, je ne sais pas, et comment on peut résoudre ce genre de problème si on est dans un groupe et que un problème survient? Quelles sont les solutions en fait qu'on peut... Vous avez dit qu'un problème survient. Quel type de problème? Est-ce que vous pouvez être beaucoup plus spécifique? Euh, parce que si bon, j'ai noté quelque part ici, vous avez dit qu'il faut avoir des motivations différentes. Ouais. Des motivations différentes. Mais est-ce que à ce niveau, ça ne va pas causer un problème? Ou bien Ok. c'est quelle motivation exactement? Parce que moi, je me dis, si on a un projet, il faut qu'on soit dans la même direction, qu'on ait la même vision. Je me dis peut-être la même motivation aussi pour permettre à ce qu'on puisse travailler collectivement et arriver au bon résultat. Ok. Donc, en fait, Yeah. on était revenu sur l'aspect de la motivation pour attirer quoi? L'attention de la complexité. On a commencé par la notion de wicked problem. Et l'intelligence collective, je crois que je vais répondre à vos deux questions en même temps. Vous avez demandé les inconvénients. En fait, vous n'allez pas adopter les méthodes d'intelligence collective pour des problèmes qui sont par exemple simples ou des problèmes qui sont purement techniques. Vous avez vu, on a parlé de 3 niveaux en fait de complexité. Par exemple, si on est on est ensemble, vous et moi, quelque part, et que je tombe. La première des choses à se faire, c'est de se demander est-ce qu'il y a un médecin dans les parages. Et je crois que c'est ce qui se fait, par exemple, dans le cas de l'aviation. On demande s'il y a un médecin à bord. S'il y a un médecin, c'est une question qui est beaucoup plus technique où le médecin, il a été formé pour ça, il sait comment résoudre le truc, donc on le laisse en réalité pouvoir faire. Donc, dans les cas de problème où vous avez ça, c'est pas les apports d'intelligence collective qu'il faut utiliser. Ça, c'est un premier truc. La deuxième chose, c'est quand vous êtes carrément à risque. C'est-à-dire, le groupe est dans un danger et que tout à l'heure, si on ne prend pas une décision, on risque peut-être de périr nous tous. Donc là, on a besoin de pouvoir avoir une prise de décision d'urgence. Et là, une personne qui est beaucoup plus amène peut prendre la décision en fait pour qu'on puisse aller de l'avant. Mais face au problème week-end, tel qu'on l'a dit, c'est là que vous avez besoin un peu d'avoir quoi? D'avoir une diversité d'acteurs. Et quand vous avez une diversité d'acteurs, là, c'est que les motivations ne sont pas les mêmes. Et quand les motivations ne sont pas les mêmes, c'est là la diversité des motivations, ça devient un facteur qui vous permettra de pouvoir avancer et de faire aboutir le projet. Pourquoi on le dit, c'est que pour ce type de problème, pour ce type de projet, parfois, la motivation de M. Laïbé sera différente de celle de Toko, par exemple. Ça sera différent de celle de Wilfried, par exemple, pour pouvoir résoudre le même problème. Si on prend par exemple le problème d'accès à l'eau, quelqu'un qui est un décideur n'a pas certainement la même motivation à résoudre le problème de l'eau dans un quartier X. Et c'est pas la même chose que le délégué, c'est pas la même chose que les femmes qui sont là, c'est pas la même chose que les hommes qui sont en fait là. Donc c'est là qu'on essaie de revenir avec l'idée que la motivation de chaque acteur ne sera pas la même chose. Et c'est pourquoi il faut prêter attention à ça. Pourquoi? Parce que quand vous prêtez attention à ça, vous arrivez à penser une stratégie qui permet de pouvoir satisfaire toutes les motivations en fait dans la mise en œuvre du projet en lui-même. Ok, merci. Merci. Avant de donner la parole à Faiza, il y a une question sur le chat de la part de Rémi Akpovi du Bénin. Il dit que il y a un constat que les Africains n'aiment pas se mettre ensemble pour créer. Face à l'importance de l'intelligence collective et ce comportement des Africains, qu'est-ce qui peut être fait pour inverser cette perception? Ok, les Africains n'aiment pas se mettre ensemble. Alors, je ne vais pas caricaturer pour dire directement que c'est les Africains qui n'aiment pas se mettre ensemble. Je dis que plutôt, c'est un problème qui est naturellement humain, en premier. Donc, c'est humain, c'est pas une question d'Africains, d'Européens et tout ce qui va avec. Le chose, c'est que parfois, il y a peut-être d'autres pays, d'autres contextes où les gens ont dû apprendre avec la difficulté beaucoup plus que nous. Ils ont été plus confrontés à la nécessité de devoir collaborer. Donc, dans d'autres contextes, vous allez voir que les gens, c'est pas parce qu'ils collaborent, pas parce que à 100% c'est qu'ils s'aiment. Non, ils collaborent parce qu'ils sont dans le même pétrin et que s'ils ne le font pas, ils se périssent. Je vais prendre un aspect qui est assez simple, c'est celui de, par exemple, de l'énergie.
Aujourd'hui, si vous êtes certainement mon frère Wilfried, il est quelque part où il y a peut-être un arbre. Même s'il fait chaud, il se met sous l'arbre tranquillement. Il se met dans le peut-être son habit. Tranquille, ça va. Il peut survivre. Alors que certainement, moi, je suis dans un milieu où peut-être il y a peut-être 47 ou 50 degrés. Donc, même s'il y a un arbre, me mettre sous l'arbre, ça ne me permet pas de pouvoir résoudre le problème. Donc, c'est pour dire quoi? C'est parfois sous l'effet de la contrainte qu'on apprend la dureté et le besoin de la collaboration. L'autre chose aussi, c'est que nos environnements, que ce soit naturellement, on essaie de voir, la nature nous donne en fait beaucoup de choses que on ne sent pas la nécessité de pouvoir adopter l'approche de collaboration. Mais aujourd'hui, que nos environnements deviennent de plus en plus difficiles, pourquoi? Parce que la population augmente, la nature aussi, elle devient beaucoup plus corsée, parce que quand on prend même les pluies, les 10 dernières années, vous allez voir que la dynamique est en train de changer. Donc, à un moment donné, c'est qu'on est obligé d'aller à l'école de l'apprentissage de la collaboration en elle-même. Donc, je dirais que c'est ça. C'est plus un processus. Il faut le voir en termes d'évolution culturelle. C'est une autre grande notion que certainement il nous faut plusieurs sessions pour pouvoir l'expliquer. C'est qu'il y a le collectif en lui-même, il y a des étapes par lesquelles il passe en fait pour pouvoir apprendre et pour pouvoir s'adapter. Donc, je crois que c'est ces dynamiques qui sont là. Et ce que nous faisons déjà, le fait d'en parler, ça permet de pouvoir ramener beaucoup plus de personnes sur la compréhension approfondie et le besoin en réalité de pouvoir faire de la collaboration. Je ne sais pas si ça répond à la question. Merci, Toko. Je suppose que oui. Hein. Faiza, tu as la parole. Faiza, si tu es là, tu peux ouvrir ton micro. Hello, hello, vous m'entendez? Oui, là maintenant. Oui. Ok, merci beaucoup, Monsieur Toko, pour cette brillante présentation. En fait, ma question, c'est au niveau de l'importance de la diversité dans l'innovation. En fait, pour moi, on a parlé un peu d'exploiter l'intelligence collective. On peut dire dans un groupe voilà, où tout le monde, bon, on n'a pas cette diversité, comment on peut faire déjà? Et on n'a pas les mêmes intérêts aussi. Comment on peut faire? Par exemple, vous avez parlé des hackathons. On peut organiser, par exemple, des hackathons et d'autres. Par exemple, je peux dire, dans une petite entité, comment on peut arriver à collecter les données ou bien collecter vraiment, profiter de cette intelligence en fait, collective. Merci. D'accord, merci. Vous avez parlé en fait de ne pas avoir de la diversité. Généralement, je crois que la petite explication que je fais, c'est que chaque individu est authentique et les parcours sont généralement aussi différents, les parcours de vie. Vous allez peut-être le remarquer, même des jumeaux qui naissent de la même mère, qui grandissent. Parfois, le parcours, à des moments donnés, il y a une certaine diversité qui est là. Donc, plus vous mobilisez vous avez déjà un groupe de personnes, soyez-en sûr que vous avez une certaine diversité. Maintenant, si vous arrivez à voir qu'il y a peut-être une homogénéité de la pensée, ce que vous pouvez faire, il y a des techniques, par exemple, il y a une technique, la technique des six chapeaux. Donc là, c'est que vous pouvez vous dire, je prends un truc simple, c'est que vous dites que tout le groupe peut-être réfléchi à fait que la génération d'idées. Donc, quelqu'un demandait ce que c'est que le brainstorming. Le brainstorming, par exemple, c'est de se dire, on a un problème et on se dit peut-être une question simple, comment est-ce qu'on le résout? Ou soit quelle est la cause du problème? Et chacun sort les idées qu'il a. On ne juge pas, on essaie de sortir les idées en nous-mêmes. Donc, ça, pour la petite parenthèse sur ce qu'est le brainstorming. Et Faisal, par rapport à ta question, c'est que parfois, vous pouvez jouer des jeux de rôle. Donc, on joue, par exemple, le jeu de rôle où on se dit qu'on n'est que des créatifs. On essaie de générer ensemble beaucoup d'idées. Après, on se dit, on passe en fait à une deuxième étape où on analyse en fait les problèmes en eux-mêmes pour beaucoup plus les décortiquer, ainsi de suite. Donc, on peut faire cette table ronde-là, en fait, pour essayer de pouvoir aller d'étape en étape. Une autre méthode rapide qui me vient à l'esprit par rapport à votre question, Faiza, c'est ce qu'on appelle le Word Café. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience une fois. Alors, le Word Café, par exemple, c'est un exemple simple d'exercice que vous pouvez faire. Pour le cas spécifique que vous venez de noter, je suppose que vous avez peut-être, je ne sais pas, 12 personnes dans une même salle. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mettre des tables. Ça peut être 2 ou 3 tables. Et ce que vous faites, c'est que vous mettez la question, par exemple, sur les 3 tables. Quelle est la cause du manque d'électricité pour tout le monde au Tchad? Donc, mettez les grandes idées. On peut essayer, c'est-à-dire les 3 personnes sur chaque table, ils essaient de mettre des idées. Et après, ce que vous faites, peut-être après 5 minutes, vous demandez une rotation. Donc, ceux qui étaient sur la table A vont sur la table B et ainsi de suite. Et quand vous le faites, c'est que quand ils viennent, ils vont voir les idées que les autres avaient déjà essayé de mettre et ils vont bâtir sur ces mêmes idées-là.
Et c'est ce qui permet à la fin, dès que vous avez toutes ces données, en fait, de pouvoir avoir une grande diversité possible d'idées qui pourraient émerger de ce groupe de personnes. Je vais faire un peu un parallélisme par rapport à la recherche. C'est que quand on veut se faire de la recherche, qu'est-ce qu'on fait? On va voir on fait une revue de littérature, par exemple. La revue de littérature, c'est d'essayer de voir ce que les autres scientifiques avaient déjà utilisé. Ça nous permet de pouvoir faire quoi? D'être dans un esprit de continuité, c'est-à-dire de ce qui avait déjà été trouvé, etc. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Faiza. Yeah, merci. Thank you, Dr. Super. Merci Faiza pour la question, monsieur chef. Tania Bou, vous avez la parole. Après, Élisée. Ok, merci à monsieur Toko pour la présentation. Ma question, bon, j'avais 3 questions, mais les 2 autres ont été déjà prises en compte. Ma dernière question concerne maintenant comment travailler avec un groupe communautaire local pour co-créer, trouver des solutions adaptées à leurs besoins. Dans le cas où la majorité de cette population locale est non alphabétisée et souvent réfractaire même aux innovations technologiques. Oui, effectivement, c'est une très bonne question. Oui, pardon? Et c'est quelle approche il faut adapter? D'accord. En fait, là, vous touchez à un champ qui est celui de l'innovation publique. Je présentais au début la notion de wicked problem. Il y a par exemple un cours qui s'appelle le solving public problem. Donc, comment est-ce qu'on essaie de résoudre les problèmes publics avec une approche entrepreneuriale et parfois d'autres parlent même d'entrepreneuriat public. Donc, c'est que les problèmes de la société qui sont les problèmes publics de tout le monde, vous en faites de l'entrepreneuriat public. Donc, en une phrase, je vais dire adopter la posture d'entrepreneuriat public. Maintenant, pour aller un peu plus loin, c'est que généralement, ce que vous faites avec ces populations, c'est d'ailleurs pourquoi vous allez voir certains grands projets internationaux qui viennent et qui recrutent par exemple des personnes qui parlent les langues locales, en fait, pour pouvoir faire les ateliers d'intelligence collective avec, vous voyez, des méthodes par exemple, des focus group, des méthodes qualitatives où on utilise par exemple de la vidéo et de la narration. Un truc simple, par exemple, il y a une notion qu'on appelle le public narrative, où vous essayez d'aller au niveau du contact des populations et vous les poussez beaucoup plus à travers de la narration. Donc, ils essaient de partager, par exemple, leur parcours de vie, des difficultés qu'ils rencontrent par rapport à un point spécifique, vraiment en partageant eux-mêmes ce qu'on appelle le story of self. Donc, et à travers ces histoires, à travers ce qu'ils essaient de partager, c'est là que vous comprenez en profondeur le problème qu'ils sont en train de rencontrer. Et à travers ces histoires personnelles, maintenant, vous pouvez essayer d'extraire, vous voyez, les défis qui sont communs. Et dès que vous essayez les défis qui sont communs, vous pouvez aussi essayer de comprendre l'urgence du moment dans leur façon de pouvoir s'exprimer et partager c'est-à-dire ces différents détails-là. Ça, c'est une façon de faire. La deuxième chose, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la conception d'une théorie de changement. La théorie de changement, c'est une méthodologie de réflexion où vous allez, par exemple, de l'impact désiré par les populations locales par rapport à un problème donné. Par exemple, dans les 5 prochaines années, comment est-ce qu'ils veulent voir leur communauté, etc. Quels sont les grands changements qu'ils veulent voir. Et vous faites ce processus de réflexion-là. Donc, il y a tellement de frameworks dans le domaine de l'innovation publique que vous pouvez essayer d'adopter. Et en fonction, par exemple, de l'objectif que vous voulez atteindre aussi, vous pouvez concevoir toute la méthodologie sur le parcours en lui-même. Donc, il y a ça. Vous avez parlé du fait que les gens sont réfractaires. Je crois que vous êtes revenu sur cet aspect. Et c'est là que la compréhension du comportement humain aussi est très indispensable. Savoir qu'il y a des questions d'évolution culturelle et que les nouvelles idées, pour les introduire en fait au sein d'une population, il faut essayer de la comprendre. C'est-à-dire de l'appréhender telle qu'elle est, cette population cible, comprendre ses comportements, comprendre ses motivations, utiliser une ou autre chose. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi la science de l'intelligence collective, elle est un peu pluridisciplinaire. Vous pouvez trouver un peu d'anthropologie. Certainement, beaucoup ont vu récemment les vidéos, par exemple, de Chaba et de Doudou Kwe, par exemple, qu'on voit passer sur TikTok, etc. C'est le type de compréhension en fait d'une population parce que cette population elle a son mode de vie, elle a sa façon de faire. Et vous voyez qu'à des moments donné, les gens les observent, après ils leur introduisent peut-être les concombres, après on leur introduit peut-être de la boisson pour voir comment est-ce qu'ils se comportent, etc. Donc vraiment il y a plusieurs méthodes et c'est dès que vous allez commencer par lire dessus que vous allez en découvrir. Un autre exemple pour être encore plus précis sur votre question, c'est les RCTs. On parle de Randomized Control Trial. Ça s'utilise un peu plus en économie de développement où parfois on pense à une solution, on le design comme un programme
on introduit un peu dans une petite portion de la population pour voir les comportements, les résultats que ça donne. Et en fonction de ça, maintenant, on peut trouver une solution qui est généralisable à toute la communauté en elle-même. Un exemple le plus simple, c'est que, je ne sais pas, vous avez dit que vous êtes du Burkina Faso, n'est-ce pas? Je ne sais pas si j'ai une référence au Burkina, mais je sais qu'il y a pas mal de projets de développement aussi qui passent par là. Vous allez voir que, par exemple, qu'il y a des projets où on vient, où on fait, par exemple, des transferts d'argent de petit déjeuner aux filles dans les villages pour savoir si ces filles-là, en fait, le fait qu'elles ont de petits supports de bourse, si elles peuvent rester à l'école pendant longtemps. Ça, c'est des façons de faire. Petit truc, est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi, généralement, dans les villages, là, il y a les puits à côté de l'école? Bon, non. Ok, c'est parce que historiquement, lorsqu'on a voulu promouvoir les questions d'accès à l'éducation aux filles, par exemple, c'était compliqué. Pourquoi? Parce que les filles, elles sont celles qui vont chercher de l'eau pour les familles. Donc, elles sont obligées d'aller assez loin pour pouvoir trouver de l'eau. Donc, à un moment donné, si vous demandez aux populations ou à un parent de mettre sa fille à l'école, il va se dire, ben, c'est elle qui va nous chercher de l'eau et le temps qu'elle va prendre peut-être 1 heure de temps pour aller chercher de l'eau, revenir. Toi, tu dis, il faut qu'elle vienne s'asseoir quelque part pour apprendre l'école du blanc, etc. Machin. Donc, on sait, les projets ils se sont rendus compte que pour pouvoir résoudre la question, par exemple, de l'éducation, il faut passer par la proximité de l'eau. Donc, on essayait de mettre les puits à côté des écoles. Et ça créait en fait cette proximité. Et le fait qu'il y ait l'eau à côté, ça crée un caractère ou un impact indirect où c'est-à-dire les filles peuvent beaucoup plus accéder à l'éducation en même temps. Donc, c'est pour vous dire que tout ça, c'est ce qui ça s'étudie, c'est les dynamiques en fait qu'il faut comprendre fondamentalement. Et c'est vraiment avec des approches collaboratives comme ça qu'on en arrive. Ok. Merci, Merci. Toko. Merci à toi, Tenabo. Élisée? Élisée, si tu nous reçois, tu as la parole. Oui, merci pour la parole. Veuillez m'excuser, j'ai quitté la ligne pendant quelques minutes. Je ne sais pas si lors de la présentation, vous auriez peut-être déjà répondu à ma question. Je voudrais savoir quelles sont les limites de cette pratique, c'est-à-dire l'intelligence collective. Merci. Oui, je crois que on était venu sur quelques cas. Le premier cas, c'est par exemple lorsque vous êtes dans une situation d'urgence et que s'il n'y a pas une décision qui est prise dans les prochaines minutes, je ne sais pas, heures, etc., le groupe peut périr. Donc là, on n'utilise pas des techniques qui sont beaucoup plus, c'est-à-dire basées sur la mobilisation. Secondo, sur des questions qui sont purement techniques. Par exemple, on sait que j'ai pris par exemple le cas de la santé, c'est-à-dire où on a besoin d'un médecin pour pouvoir résoudre un problème. Ou soit même tout à l'heure avec vous, quand on décortiquait tout au début, le problème de complexité 2, on a besoin peut-être d'un technicien qui s'est fait des questions de pompe. Donc, c'est le technicien qu'il faut trouver. Donc là, on n'est pas à un degré de complexité qui nécessite en fait la mobilisation du collectif. Ouais, je crois qu'il y a Dan ensuite, hein, de la main levée. Ok, ok, d'accord. Merci beaucoup, Toko, pour la présentation qui était riche et bénéfique pour nous. Alors, j'ai 2 petites questions rapidement. La première, c'est celle de savoir comment distinguer l'intelligence collective du simple travail d'équipe ou de la coopération classique. Ok. Et la seconde, c'est quels sont les défis émergents pour l'intelligence collective dans un monde hybridant travail présentiel et distanciel? On se rend compte que le monde, aujourd'hui, il y a cette hybridation. Alors, selon vous, quels sont les défis émergents pour l'intelligence collective? D'accord. Super, 2 bonnes questions. Alors, le travail d'équipe, c'est pas nécessairement de l'intelligence collective parce que parfois, il y a des équipes qui se mettent ensemble pour être terribles. Malheureusement, on assiste à ça ou parfois même le fait que les gens se mettent en groupe, en fait, la productivité est baisse. Donc, le premier facteur il y a un jour, je me rappelle de cette expression d'autres qui disent que l'intelligence collective, c'est quand tu as peut-être un plus 1 qui te donne 3 au lieu de 2. C'est une façon encore simple de pouvoir, vous voyez, beaucoup plus définir l'intelligence collective parce que parfois,
vous voyez que vous formez des groupes où vous vous attendiez à un résultat X, mais vraiment, vous trouvez en fait 3 fois en fait sur à quoi vous étiez en train de vous attendre. Donc, c'est vraiment cette maximisation, vous voyez, de la capacité de collaboration qui est recherchée. Le dernier truc que je veux rajouter, c'est que l'intelligence collective ne vient pas pour abîmer, vous voyez, le potentiel et les humains qui contribuent à sa réalisation. Parce qu'il y a certains modèles de management qui certainement vont abîmer totalement les gens pour avoir un résultat X. Alors que si on se concentre plus sur l'humain, on essaie de mieux les organiser, on peut avoir le résultat 3 fois sans les abîmer, où chacun se sent en fait bien et bon vivre. Donc moi, je dis beaucoup plus c'est ce qui fait cette différence en fait des approches d'intelligence collective comparativement au travail d'équipe. Parce que les équipes peuvent détruire en fait les membres en eux-mêmes pour un résultat, alors que si on exploitait il y a une expression en anglais, on parle de untapped potential. Donc, c'est-à-dire c'est comme si c'est un potentiel qui est quelque part enfoui, qu'on n'exploite pas à 100%. Et c'est ce qu'il faut rechercher généralement quand on se met à dire qu'on fait ou quand on vise en fait l'aspect collaboratif en lui-même. Les défis émergents. Alors, je crois que cette digitalisation avancée, c'est un couteau à double tranchant pour les approches collaboratives. Au même moment, ça constitue une grosse opportunité. Pourquoi? Parce que ça permet de pouvoir mieux organiser. On peut, par exemple, vous êtes certainement au Congo, moi, actuellement au Maroc, d'autres personnes ici, Tchad, Togo, Bénin, etc. Avec le numérique, on a la possibilité de pouvoir sortir le meilleur. Mais c'est d'ailleurs pourquoi l'une des trucs, on parle du social computing, par exemple, dans le domaine de l'intelligence collective, ou le fait de pouvoir penser à des plateformes pour faire mieux le crowdsourcing. Comment est-ce qu'on fait grâce à Internet, grâce au web, grâce à la digitalisation, de pouvoir capturer le maximum de bonnes idées qui peuvent être un peu dispersées à travers le monde. Ça, c'est le premier facteur pour lequel, par exemple, ce passage en fait à l'hybride peut être une grande opportunité. L'autre chose, c'est qu'il y a un downside, effectivement. C'est qu'au même moment, on peut aussi avoir, c'est-à-dire des mouvements stupides. Et d'ailleurs, la façon la plus simple de pouvoir le voir, c'est sur les réseaux sociaux. Parfois, les biais cognitifs, ça se manifeste très vite sur les réseaux sociaux. Vous voyez qu'un même groupe, au sein d'une information, peut-être une vidéo qui est peut-être longue de 1 minute, si vous la suivez au complet, vous pouvez avoir la compréhension d'un problème. On coupe peut-être une petite portion de 30 secondes qui montre un aspect d'une idée qu'on peut promouvoir et puis ça devient viral sur les réseaux. Et ça met en fait peut-être une majorité de personnes sur le mauvais chemin, alors qu'en réalité, on aurait pu avoir la bonne façon de faire. Et c'est d'ailleurs pourquoi vous allez voir qu'aujourd'hui, même les grandes plateformes qui existent essaient de créer des méthodes qui vont permettre aux utilisateurs de ne pas tomber en fait dans des pièges qu'on peut voir. Un simple truc, par exemple, c'est lorsqu'un message est transféré plusieurs fois sur WhatsApp. C'est les travaux de recherche qui ont permis de savoir qu'il y a cette capacité que de fausses informations, vous voyez, circulent assez vite. Et du coup, ils ont pensé à créer cette fonctionnalité qui dit à l'utilisateur de savoir que ce message a été transféré plusieurs fois. Si ça a été transféré plusieurs fois, ça vous donne l'information pour vous poser, analyser le problème de façon critique pour essayer de ne pas tomber en fait dans du faux. Alors, la pensée critique, elle est indispensable aujourd'hui, surtout avec ce passage à l'hybride. Et je dirais que c'est le développement de la pensée critique qui permettra, et le développement des meilleurs outils, c'est-à-dire continuer à penser, découvrir de meilleurs outils de collaboration qui permettra de pouvoir bénéficier en fait de ce passage à l'hybride pour avoir une meilleure intelligence collective. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Monsieur Dan. Oui, parfaitement. Merci beaucoup. Merci, Dan. Merci, Toko. Il y a une question sur le chat de Philippe Adoté. Je pense que ça rejoint le volet de la diversité dont tu avais parlé, mais je repose la question. Il a dit, sa question, c'est pour cette innovation collective, il est dit qu'il faut une diversité de motivation. Est-ce que la solution trouvée doit satisfaire tout le monde? Si oui, et si cette solution-là n'y arrive pas à cause de cette diversité, que doit-on faire? Alors, le fait de pouvoir dire que la solution doit satisfaire tout le monde, c'est une façon de pouvoir, ça c'est pas le consensus. On dit que ce qu'on recherche, c'est que la solution plus satisfait le collectif. Donc, je m'estime beaucoup mieux. Et je vais prendre peut-être un parallélisme en mathématiques que j'aime. C'est de se dire le barycentre des points pondérés. Et quand on prend le barycentre en lui-même, c'est que il s'est positionné
dans l'espace, en fait, à un niveau où ça satisfait, en fait, un peu comme à une forme d'équidistance, en fait, de tout le monde. Donc, c'est pour dire que quand on parle de pouvoir avoir cette capacité-là, c'est de se dire aujourd'hui, certainement, c'est pas la motivation à 100% que j'ai, mais le fait de trouver c'est-à-dire cette inertie-là, ça satisfait le collectif en lui-même. C'est d'ailleurs pourquoi l'idée du collectif est indispensable. Si on se dit qu'aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est de pouvoir vivre nous tous ensemble, donc à un moment donné, ce que moi je veux à 100%, ça peut ne pas être en fait ce qui permettra au collectif de pouvoir vivre fondamentalement. Mais certainement que dans la solution qu'on va finir par trouver, j'ai un aspect qui est ma motivation, l'autre aussi trouve un peu sa motivation, et ainsi de suite. Et c'est ce qui nous permet de pouvoir avancer. Donc, la complexité, ce n'est pas une question de oui et de non. C'est une question en réalité de complémentarité et de contribution. Je ne sais pas si ça répond en fait à la question en elle-même. Et si on n'arrive pas à cause de cette diversité, alors si on n'arrive pas à cause de cette diversité, je crois que l'une des choses que j'ai présentées, c'est le fait de se mettre dans la poursuite d'expérimentation. Je crois que c'est très indispensable. Pourquoi? Parce que c'est ce qui vous permet de pouvoir analyser en cours de route de façon objective si le plan que vous êtes en train de dérouler, si la méthode que vous utilisez est la meilleure. Et quand vous faites de l'expérimentation, donc à ce niveau, vous n'allez pas vous dire qu'en fait, ça n'a pas marché, que doit-on faire? Comme si on s'arrêtait, non. Quand vous êtes dans de l'expérimentation, vous voyez que ce qu'on vient de faire, ça ne nous a pas donné le meilleur résultat. Donc, on essaie en fait de pouvoir se demander pourquoi on a eu ce résultat et comment est-ce qu'on peut améliorer. Et c'est comme ça que vous essayez. Et on a aussi dit qu'il faut faire quoi? De l'itération. C'est là que dans la prochaine itération, vous essayez de faire quoi? D'améliorer. Merci Ok. beaucoup. Je pense crois qu'il y avait que Abouké, c'est ça? Abouké, exactement. Abouké, tu as la parole. Tu peux ouvrir ton micro. Ok, merci. Vous me recevez? Ouais. Ok, super. J'ai pris un peu le trait en cours. Peut-être que les questions que je vais poser ont déjà trouvé des éléments de réponse. Alors, je vais y aller en plaçant en fait un contexte. Nous, on a mis en place par exemple une plateforme de signalement et de coordination pour tout ce qui est insalubrité et puis les déchets et la signalisation de problèmes urbains. Donc, si je parle du peu que j'ai appris lors de votre présentation, c'est que c'est un peu comme de l'intelligence collective qui est appliquée à l'environnement urbain et à la gouvernance locale participative. Ouais. Maintenant, d'où ma question de savoir quelle technique ou approche d'intelligence collective permettrait de passer de l'indifférence à l'engagement actif dans un tel projet citoyen? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est de savoir quelles stratégies d'intelligence collective peuvent aider à connecter en fait, la plateforme aux associations, aux communes, aux écoles, entreprises locales et tout ce qui va avec. D'accord. Alors, ce que vous êtes en train de faire, ça s'appelle aussi de la civic tech. Donc, c'est de la civic tech. Et l'engagement citoyen. Alors, l'engagement citoyen, c'est pas un truc qui est spontané. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi il faut vous demander, malgré tout que vous avez conçu certainement une plateforme qui marche fondamentalement bien, etc., c'est de se demander qu'est-ce qui motive ou qu'est-ce qui motiverait en fait à avoir une ville qui est propre. C'est la première question qu'il faut se poser. Et certainement, vous, votre motivation en concevant la plateforme, elle peut être différente de ce que les gens veulent. Donc, vous devez essayer de créer ce qu'on appelle le sentiment d'appartenance. Demandez-vous pourquoi les gens aiment par exemple Barça et pourquoi d'autres aiment Real. Pourquoi? C'est un facteur très indispensable, c'est le sentiment d'appartenance. Et aujourd'hui, même dans ce cas, quelqu'un va vous dire, je suis togolais, l'autre va vous dire, je suis béninois, l'autre dira, je suis nigérian, je suis, etc., etc. C'est parce qu'on crée, en fait, cet esprit d'appartenance, un collectif imaginaire auquel chacun s'identifie. Donc, moi, je vous dis, pour pouvoir créer cet engagement citoyen, vous devez essayer de comprendre de la population locale quel est son intérêt à avoir un lieu qui est propre. Et ça, pour pouvoir le faire, il y a des techniques, par exemple, l'une dont j'ai parlé, qui était le community organizing, un peu comme le public narrative dont je parlais, c'est d'essayer de se demander, en fait, qu'est-ce que les gens veulent? Comment est-ce qu'ils s'identifient, en fait, à une ville qui est propre? Et à travers cette communication, vous essayez de collecter des histoires, c'est-à-dire personnelles, l'expérience que les gens ont eues, des difficultés qu'ils ont eues. Et c'est avec ça que vous pouvez travailler toute votre communication et être beaucoup plus aussi dans le changement de comportement sur le long terme.
Donc, observer certains comportements liés peut-être à l'insalubrité et voir comment est-ce que vous créez un peu comme une communication qui contrecarre, qui permet un changement sur le long terme. Secondo, essayer de trouver les façons de pouvoir motiver les gens à adopter le bon comportement. C'est là encore que l'aspect de motivation, ça revient. C'est pas parce qu'une personne est citoyen que d'office, d'emblée, il a cet esprit de garder une ville assez propre. Donc, peut-être que c'est le fait de le reconnaître, c'est-à-dire de reconnaître que c'est certainement la maison la plus propre du quartier. Ça travaille par exemple sur l'ego personnel des gens. Certainement, ils veulent qu'on le reconnaisse au sein de la société comme ceux qui ont un comportement assez propre. Donc, ça veut dire que sur votre plateforme, vous pouvez avoir, par exemple, des badges que vous attribuez, par exemple, au ménage qui est le plus propre, etc. Donc, ça, c'est de petites stratégies que vous pouvez essayer de développer. Vous avez parlé, par exemple, du fait de pouvoir emborder les associations, les ONG, les communes, etc. C'est même d'ailleurs là que la question de motivation dont on a parlé, où je vous disais que la motivation de tout le monde ne peut pas être la même, par exemple, dans un processus d'intelligence collective, ça revient. Par exemple, une association, son intérêt à s'engager ou à utiliser votre plateforme serait différent, par exemple, de celui d'un maire. Et ça sera différent de celui de la population. Mais eux tous, en fait, en fin de compte, ils utilisent la même plateforme. Et en fonction, par exemple, des intérêts de chacun, vous essayez de pouvoir créer des parcours utilisateurs qui permettront de maximiser l'utilisation de votre plateforme en fonction, en fait, de cette diversité d'acteurs. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre question. Oui, merci beaucoup. Ça répond à beaucoup d'éléments. Je pense que lors de la formation, je pourrais en apprendre beaucoup plus. Merci. D'accord. Merci à Bouquet. En même temps, je vous rappelle que beaucoup sont en train de poser la question par rapport à la liste de présence, c'est-à-dire que Google Meet nous donnera un rapport sur toutes les personnes qui ont participé. C'est pour cela qu'on n'a pas envoyé un lien de présence pour que vous puissiez remplir vos noms. Genre, on aura après la liste. À cause de notre temps, je pense qu'on va prendre les dernières questions. Il y a Epiphane dessous. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à Toko et bonsoir à tous. Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé avec nous. J'ai beaucoup appris ce soir. J'ai une question. Nous avons le projet dans notre milieu de recenser les besoins de la jeunesse et de pouvoir y apporter des solutions. Et déjà avec l'équipe, on a recensé nous-mêmes, d'abord après réflexion, quelques besoins du milieu. Maintenant, la préoccupation, c'est comment avec l'approche de l'intelligence collective, identifier les réels besoins de la communauté pour pouvoir y apporter les solutions adéquates. D'accord. C'est-à-dire, c'est important, cette question que vous posez, de connaître la solution adéquate. Je vais peut-être parler de cette approche de résolution de problèmes par l'innovation sociale. Donc, la première des choses, je crois que je viens de mettre un lien dans le chat où on a utilisé une méthode qui est, par exemple, appelée celle de forum communautaire. Donc, c'est que vous allez au contact des communautés. Votre projet s'apporte sur quel domaine, par exemple? Allô? Et alors, vous me recevez? Oui. Votre projet s'apporte sur quel domaine spécifiquement? Le domaine de l'employabilité. De l'employabilité. OK, super. Insertion Donc, professionnelle. voilà. Donc là, par exemple, ce que vous pouvez essayer de faire, c'est de créer, on a même fait une expérimentation avec une méthode qu'on a appelée celui des panels citoyens. Par exemple, à Free Citizen, où on va au contact en fait de ces jeunes et à travers des méthodes telles que par exemple la création de personas. Donc, on crée par exemple des personas types de ces jeunes-là, c'est-à-dire de jeunes diplômés sans emploi. On essaie de les pousser à empathiser avec la méthode des personas. Et après, on leur pose des questions un peu structurées là sur le brainstorming et ils partagent, vous voyez, leur perspective. Et pour faire court sur cette méthode-là, je pourrais vous partager aussi le guide qu'on a fait et la méthodologie. On pourrait voir si vous voulez la réimplémenter. C'est qu'on pose par exemple des groupes de réflexion où les gens se demandent par exemple un profil type. Quels sont les préjugés que les gens ont dans la société de cette personne? Pourquoi? N'oubliez pas qu'on a parlé des biais cognitifs. Parfois, on peut avoir des préjugés sur des personnes, c'est-à-dire des jeunes qui n'ont pas l'emploi. On se dit, bon, ok, c'est facile, ils sont paresseux. Ça, c'est un petit exemple.
ou c'est parce qu'il n'a pas assez cherché. Alors que peut-être que le problème du jeune ne se situe pas à ce niveau. Donc, vous poussez le collectif, en fait, à laisser les préjugés de côté. Et après, vous le poussez aussi à travers le brainstorming à réfléchir pour se dire si on veut aider ce jeune-là, par exemple, comment est-ce qu'on pourra le faire. Et ça, on a testé par exemple le programme des panels citoyens et c'était très intéressant parce que les jeunes, ils ont plus ouvert sur ce qu'ils vivent au quotidien, sur comment est-ce qu'ils ont abordé la recherche d'emploi, des ateliers qu'ils ont développés qui n'ont pas marché. Et en fonction de ça, maintenant, on fait des ajustements. Donc, moi, je dirais que la première des choses, c'est de partir par des méthodes qualitatives. Ça peut être ce qu'on appelle des forums communautaires, ça peut être des focus group, mais vous donnez vraiment le temps aux gens de s'exprimer, d'externaliser. Et c'est là que vous avez une compréhension du contexte global en lui-même. Après, vous pouvez approfondir avec d'autres méthodes telles que des enquêtes encore plus ciblées pour comprendre, avoir plus de données quantitatives. Et vous évoluez maintenant vers la conception de ce qu'on peut appeler des interventions. Donc, c'est vraiment pas des programmes d'intervention. Et là, vous pouvez vous dire que, bon, certainement, à travers les analyses, pour amener un jeune à avoir de l'employabilité dans une région, peut-être qu'il a besoin d'une formation. D'une formation spécifique en X, Y, Z. C'est ce qui peut lui permettre peut-être de changer son mindset et de certainement pouvoir acquérir plus ses premiers clients dans ci, dans ça. Donc, parfois, en fonction de l'analyse que vous faites, vous voyez des types d'interventions que vous pouvez faire et vous amenez l'intervention auprès de quelques jeunes pour voir, en fait, si ça permet de changer leur quotidien. Et si ça change maintenant, c'est là que vous allez vous dire, bon, maintenant, on peut essayer de pouvoir l'élargir. Un petit exemple, je crois que Dosso, peut-être que vous êtes du Bénin. Si vous êtes du Bénin, il n'y a pas dans le programme PSIE du gouvernement. Le programme, je crois, de social d'insertion à l'emploi ou un truc du genre. Ça, par exemple, c'est un programme d'intervention que l'État peut tester pour se dire, en fait, des jeunes, il faut qu'on leur permette de faire une première expérience en entreprise et ça renforce leur employabilité. Ça, c'est un exemple. Il y a des programmes, par exemple, au Bénin, vous allez voir que le gouvernement peut-être parler plus au programme pilote. Donc, c'est que parfois, on trouve une solution, on fait le pilote, on voit le résultat que ça donne avant qu'on ne généralise en termes de grandes politiques publiques. Donc, honnêtement, c'est tout un pipeline qu'il faut suivre. Je ne sais pas si ces quelques phrases d'orientation répondent à votre question. Bon, ça peut aller, mais je vais vous écrire après pour qu'on puisse approfondir ça ensemble. D'accord. Je crois que oui, il faudra un peu plus de temps de discussion et pour décortiquer les trucs en profondeur. Merci, Epiphane. Malheureusement, on est arrivé, le temps est écoulé. Hein. On était supposé faire 1h30. On est là à 2h. Et Zotoko a mis sur le chat son lien, sa page LinkedIn. Donc, sentez-vous libre de pouvoir vous connecter avec lui pour pouvoir échanger davantage sur ce sujet fascinant d'intelligence collective. Merci beaucoup, chef Toko, pour cette belle présentation, pour ces éléments de réponse, ces éclaircissements. Merci à vous tous qui avez participé pour votre créativité, votre engagement et tout ce qui va avec. Merci pour l'intérêt déjà au programme de Summer School. Avant de donner la parole à Toko pour son mot de fin, je vous rappelle qu'à partir de demain, mardi, commencent les sessions des autres modules. Donc, sur vos sous-groupes, si vous avez des inquiétudes, des questions, des suggestions d'amélioration, n'hésitez pas à pouvoir les mettre sur le chat. On parle d'intelligence collective, c'est un programme qu'on veut co-construire avec vous. Donc, n'hésitez pas à pouvoir mettre vos avis pour qu'on puisse améliorer. Et voilà. Merci à tous. Et Toko, peut-être un mot de fin. Oui, merci beaucoup aux échanges qui sont assez riches. Moi, j'ai l'habitude de dire que 1 heure, 2 heures de temps, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Mais ça nous permet de pouvoir introduire le concept en lui-même, la thématique en elle-même. Et aujourd'hui, on a Internet où chacun peut essayer de lire pour approfondir un axe ou l'autre. Mais au-delà de ça, j'ai laissé mon contact. Je crois que je suis aussi sur le groupe WhatsApp où on a eu une discussion. Si vous avez d'autres questions qui vous reviennent, n'hésitez pas à les poser. Je viens aussi de mettre dans le chat le lien vers la School of Collective Intelligence. C'est en fait l'école où j'ai suivi les formations de base en intelligence collective, qui est une école, la première d'ailleurs au monde, est basée au Maroc, où en tant que jeune Africain, vous avez la possibilité de pouvoir aussi suivre une formation de longue durée. Moi, j'ai fait par exemple un master dans le domaine et après, j'exerce depuis pratiquement 3 ans déjà dans le même
dans le même domaine, accompagner plusieurs projets structurants, que ce soit ici au Maroc et aussi à travers le continent lui-même. Donc, c'est pour vous dire que c'est cette journée, c'est un parcours et n'hésitez pas à lire beaucoup plus, il faut avoir de la curiosité et on reste à votre disposition si vous avez d'autres questions avec plaisir. On pourra se reconnecter, se revoir sur d'autres canaux. Merci beaucoup. Je vais finir avec le rappel, avec la phrase d'introduction que j'ai faite pour vous dire qu'il faut que vous félicitez. Aujourd'hui, actuellement, c'est le summertime, c'est les vacances, mais vous vous dites qu'il faut passer le temps, beaucoup plus vous connecter à des jeunes comme vous, des tuteurs avec qui il y a des profils avec qui vous allez apprendre dans les prochains jours ou semaines, je dirais. Donc, profitez-en au maximum, essayons de nous connecter, trouvons des ponts et on pourra faire beaucoup de choses ensemble. Merci. Bonne soirée. Merci et bonne soirée à tout le monde. Merci. Merci bien. Merci bien, bonne soirée. Merci, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. Passez bonne nuit. Au revoir. Merci, merci. Au revoir.